Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui un épisode qui va marquer la fin de l'été puisqu'on va parler de tous les blockbusters qui sont sortis depuis le mois de mai jusqu'à cette fin août, début septembre. Depuis Captain America Civil War jusqu'au dernier Suicide Squad ou Ghostbusters, on va essayer de parler de pas mal de films qui sont censés être des films à gros budget et qui sont censés être bien juteux d'habitude, ce qui colore un peu notre été, mais cette année c'était un petit peu fade. On va en parler. Alors, bien sûr, on a une critique par film, rapide, avec une petite note sur 5 miams, comme d'habitude. Et à la fin, on va clôturer le tout sur une discussion de blockbuster en général, de ce qu'est devenu un peu le blockbuster et de ce qu'on perçoit qu'il pourrait devenir. Cette discussion, je l'ai eue avec Yann et Arnaud. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, sur SoundCloud ou même sur la chaîne YouTube de fin de séance, puisque à partir du numéro prochain, on aura probablement des podcasts filmés. Contactez-nous sur le mail aussi, findeséance@gmail.com ou alors via le compte Twitter, Instagram et la page Facebook. J'en profite pour faire de l'autopromo, puisque je me produirai pour un petit stand-up de 10 minutes à 20h le mercredi 14 septembre au Comptoir du Rire, 65 allée Jean Jaurès à Toulouse, où je ferai des vannes beaucoup plus nulles que celles que je fais dans fin de séance, donc c'est vous dire le niveau. Allez, j'arrête de dire des conneries et je vous laisse écouter cet épisode. C'est ça, hein, ça s'appelle comme ça. Le Monde de Dory. Alors, Pardon. le monde de Dory, ouais. C'est considéré comme le premier au box-office mondial d'ailleurs, pas que américain, mais dans dans ce qui sortait en mode blockbuster. Bon, Ouais. on en a parlé déjà plus amplement, mais je vois dans les 5-6 premiers des résultats du box-office de l'été, on a quand même deux films d'animation qui sont donc Le Monde de Dory et puis La vie secrète des animaux. Je sais pas si vous Qu'on a vu. aviez... Vous avez Ouais, vu on l'a ça? vu. On l'a Ouais, vu, on ouais. l'a vu, mec. Un petit mot sur ça peut-être? C'est la Euh, secrète des animaux. ouais, Ouais. mais en fait, quand on en était... Attendez, on va faire semblant à chaque fois de passer un clip, même si nous on le verra pas, D'accord. les gens le verront. Ça ne peut être l'œuvre que d'un dangereux chien errant qui n'a pas encore établi de relation de confiance. Tu es le nouveau venu. Mais Duke, pourquoi tu fais ça? Je vais te... Quoi? Hein? Quoi? Tu veux me croquer? Me dévorer tout cru? Bah vas-y, et attends que Cathy apprenne ça. Au secours, ma Cathy. Enfin, tu es rentrée. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'est un vrai malade. Oh, excellent clip de La vie secrète des animaux. Formidable. Formidable, et du coup vous allez pouvoir en parler. Très bien. Parce que tu l'as pas vu, toi, du coup, Et Araski. non, je l'ai pas vu, non. Bah, Effectivement. c'est pas bien de pas l'avoir vu. Hein. Le film est sympa. Le film est sympa. Alors, c'est ce qu'on disait en sortant du film. C'est ça ressemble un peu aux autres films de MacGuff. Ouais. C'est-à-dire que l'histoire, je la trouve inintéressante. Absolument, c'est très très basique. Et j'aime beaucoup l'enrobage en fait. Tous les petits D'accord. trucs, toutes les petites blagues, le character design qui a été fait autour de ça. Mm. Et je ressors un peu avec la même impression que Moi Moche et Méchant, quoi. C'est-à-dire D'accord. beaucoup de talent dans l'animation, dans l'inventivité et très peu dans le scénario, quoi. D'accord. Un peu la même impression que Arnaud. D'ailleurs, j'ai oublié que j'avais vu Moi Moche et Méchant il y a quelques années. Ouais. Et comme des bêtes, c'est vrai qu'il y a un certain souci de la vanne. On prend pas les spectateurs enfantins pour des crétins. C'est-à-dire, c'est assez bien découpé entre les sous-entendus pour adultes et de l'humour pour gamins. Ouais. Ouais. Voilà, là, comme dirait Arnaud, l'enrobage est bien sympathique. Des personnages secondaires assez intéressants, notamment un lapin super agressif. D'accord. Des petites trouvailles, quoi. Ouais. Ouais, mais en gros, c'est des films à 2,53 miams, quoi. C'est genre... Parce que pour moi, typiquement, Moi Moche et Méchant, c'est... Enfin, je comprends qu'il y ait eu le fameux... la fameuse Minion Craziness, là, après. Mais Ouais. c'est un film bof, quoi, si je pense aux films d'animation qui... Oui, mais enfin, moi j'y mets 2 miams parce que j'ai une échelle un peu sévère, quoi, mais voilà. D'accord. D'accord. Bon, en fait, ouais, bon, c'est plus ou moins rapide, en tout cas, sur les films d'animation, mais bon, c'était quand même assez important de se dire que par rapport aux étés de, on va dire, notre enfance,
à part les gros énormes blockbusters Disney qui ont pu être Le Roi Lion ou des choses comme ça. À rappeler que ça a changé parce que dans les années 90 et même avant, les films de Disney sortaient plutôt à Noël. Ah ouais, d'accord, ouais. Parce que durant la saison estivale. Parce que nous, par contre, quand quand on était jeunes, c'était plutôt de vrais films entre guillemets qui sortaient des live action et voilà, on avait quand même tout ce qui était de Jurassic Park jusqu'à Rock, en passant par Con Air, on avait beaucoup plus de Nicolas Cage que de poissons qui parlent quoi pendant l'été et c'est vrai que on peut commencer à en parler justement par des films comme Independence Day 2, ouais, dont voilà le clip. Oh bon Dieu, un appel de détresse. Pourquoi il hurle? Ils ne hurlent pas, ils fêtent leur retour. Ils reviennent. Il y a un champ de gravité. Tout ce qui monte ne peut que tomber. On devrait pas commencer à flipper ? Oh, si. Independence Day 2, voilà, ça va un petit peu inaugurer les vrais, les vrais blockbusters comme on peut l'entendre. Ouais. C'est-à-dire des stars qui sont censées être... Alors, je vais pas... Si on prend la lignée du 1, des stars qui sont censées être des A-list stars qui vont être au service de quelque chose de plus ou moins original avec du grand spectacle. Bon, le problème, c'est que là, tout ce qu'on a eu cet été, c'était cette suite. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a eu cet été, c'était que des suites en général. Qu'est-ce que vous avez pu penser de ID4 Résurgence ? Résurrection, c'est un truc comme ça en français, je sais plus. Résurgence, ouais. Résurgence, d'accord. Penser plus Independence Day 2, c'est deux mots difficilement conciliables, je trouve. Avec Arnaud, je sais pas, moi en tout cas, je me suis beaucoup fait chier. D'accord. Alors que le premier, je peux à la limite me le remettre. Enfin, moi, le petit intérêt que j'ai eu à Independence Day, le petit intérêt, mais vraiment minuscule et analytique que j'ai eu, c'est qu'en y réfléchissant, pour moi, c'est un film qui soulève une question, pas si conne que ça, c'est sur quel mode on énonce une blague. Je pense que si le premier Independence Day a une rémanence de nanar, c'est parce qu'il est enrobé d'un premier degré suffisamment fort pour te rendre le film hilarant. C'est-à-dire te faire passer tous ces clichés comme des perles, et arriver à la fin, c'est-à-dire, on va dire au discours du président, tu te marres comme une baleine. C'est-à-dire tout est tellement sérieux, mais c'est le sérieux des films catastrophes dont il s'inspire. Là, il y a déjà, mais c'est le truc aussi dont on parlera pour le blockbuster, c'est qu'Independence Day 2 arrive avec l'idée que le premier constitue une brand mark, avec ses éléments à refourguer, et qu'il a un public prêt à opter et à bouffer du fanservice. Ce qui est un peu présomptueux parce que je pense qu'Independence Day a pas laissé une trace énorme. En plus, il faisait partie de ces blockbusters tournés durant, on va dire, la micro-pause qu'avait fait Spielberg. Et là, c'est assez... après la petite pause que faisait Spielberg suite au tournage de la liste de Schindler, tu sais, il avait fait un break, je crois l'un des plus longs de sa carrière, c'est-à-dire 1 an et demi, vu qu'il enchaîne l'ami Steven. Et Independence Day 2, déjà, c'est un film complètement désincarné, complètement moche, et en effet, sous l'angle du fanservice, il te recycle tout ce qui fait partie de la marque Independence Day. C'est-à-dire une espèce de... sur le modèle de La Guerre des Mondes qui avait inspiré le film d'Emmerich, une galerie de personnages confrontés à une catastrophe, avec chacun ses attributs très caractéristiques. Alors pour te donner une idée, enfin tu l'as vu, on a le chef de guerre africain, on a pris l'image d'Épinal du chef de guerre africain, tout comme dans le premier, les personnages étaient ultra stéréotypés. Et on te met aussi ce qui faisait partie de l'original, et là où Emmerich est devenu un peu cynique, c'était tout le côté sincèrement patriotique. Là il essaie de le faire passer un peu en loose day sous l'angle du second degré, et d'essayer de construire une mythologie guerrière façon Robert Heinlein avec ça. Le problème, c'est que ça marche pas du tout. C'est le truc aussi, c'est que ce qui est assez triste, c'est de voir, quand tu compares les deux films, la grande force d'Emmerich, qu'on peut trouver toute relative, mais ce qui fait que certains de ces films sont regardables du moins pendant une demi-heure, voire 1 heure, c'est qu'il avait un sens de la mise en place, sans doute hérité de Spielberg d'ailleurs, c'est peut-être là où il pouvait se rapprocher de son idole, c'était la mise en place. C'est-à-dire qu'Independence Day, avec tous ses défauts, la mise en place, elle était quand même relativement exemplaire. C'est-à-dire en un quart d'heure, t'avais toutes les thématiques. Je pense que tu bouffais 4 ou 5 fois le drapeau américain pour... De toute façon, le film s'appelant Independence Day, il fallait pas être surpris. T'avais les personnages étaient tous avec un objectif, et l'objectif convergeait. À nouveau, ça nourrissait le propos du film, c'est-à-dire réussir sa vie aux États-Unis. Il faut se rappeler que Jeff Goldblum, qui sauve le monde, est considéré comme une merde, à demi-mot, bien sûr, parce qu'on s'aime bien entre père et fils par son père, parce qu'il n'est que réparateur de télé. Et là, quand tu vois Independence Day, t'as plus du tout ce savoir-faire. C'est-à-dire que Emmerich a vraiment perdu sa grande force, c'est-à-dire de t'installer pendant un quart d'heure, te dire... Ça peut être pas mal, l'installation est bien, la température monte, et aussi c'est un univers qui se plie pas du tout à la facture esthétique qui est de plus en plus standardisée. Il suffit de regarder Suicide Squad, où la ville est uniforme, quoi, c'est-à-dire que t'as pas un grouillement des textures et tout, et le film est d'une espèce dans un lisse très emblématique de certains blockbusters des années 2010.
Donc il y a pas du tout ce côté brut, un peu en dur des maquettes et de la photographie du film de 96. Bref, c'est un échec complet. C'est un peu le champ du cinéaste, d'un cinéaste qui, à défaut d'être passionnant, était un peu, on va dire, attachant. Bien que je vais toujours préférer Michael Bay. Je fais mon coming out. Voilà pour une dépendance des deux. Mais ce que je retiens, c'est vraiment, voilà, vous prenez les deux films, vous posez la question de savoir comment on énonce une blague. Est-ce qu'on est plutôt chez les As, dans le côté sérieusement drôle, ou dans la grosse gaudriole, second degré à fond et bien montré, voilà. C'est ce que je retiens de dépendance des deux. J'ai envie de te rejoindre sur quelque chose effectivement qui se ressent énormément dans ce film, c'est la déférence qui est donnée au premier, comme si, tu le disais, comme si c'était une franchise incroyable, comme si c'était on avait pris 2-3 films Star Wars ou quelque chose comme ça, alors que bon, faut se calmer, je veux dire, c'est un film clairement, oui, qui va rentrer dans les films de notre enfance, et on citera ce film dans la lignée des films catastrophes, mais je veux dire, personne ne veut voir un arc du père de Jeff Goldblum dans cette suite à chercher des gosses et à les amener en Arizona. On s'en fout complètement. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si c'était un personnage qui avait été tellement aimé dans le premier qu'il fallait absolument savoir où est-ce qu'il en était dans cette suite. Ouais, bien que ce soit peut-être le meilleur acteur de cette suite. Et je te rejoins sur cette idée, tu vois, justement, tu sens, il y a quand même tout ce second degré, justement, sur le caractère militariste du premier. Il y a cette idée qu'on attaque d'abord les extraterrestres dans cette suite et que c'est peut-être une erreur diplomatique. Oui. Mais Emmerich étant ce qu'il est. Mais c'est très survolé. Tu parlais des gamins. Oui. Et tu parlais des gamins en Arizona, c'est quand même des gamins qui assistent à l'effort de guerre de leurs aïeux. Pas forcément plus vieux, qui ont peut-être 10 ans de plus ou 20 ans de plus, et qui sont dans un bus en train d'applaudir les Américains qui défoncent des extraterrestres. Oui. Donc chasser le naturel, il revient au galop par la mauvaise porte. C'est-à-dire que le film est tout aussi nauséabond que le premier, finalement. Tout en essayant de faire passer ça pour de l'humour. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, quand tu regardes ce film, t'as vraiment l'impression que c'est la véritable adaptation d'Étoile Garde à vous, quoi. C'est-à-dire, c'est le livre qui a inspiré Starship Troopers, et la différence entre Independence Day 2 et Starship Troopers, c'est que dans Starship Troopers, on a de l'ironie qui permettent de prendre de la distance par rapport à ce qu'on voit, et de réfléchir le rapport au cinéma de propagande, etc., etc. Ici, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est véritablement, c'est un faux second degré. Ça donne l'impression que c'est au second degré, mais il nous met dans une telle situation qu'on n'a pas d'autre moyen que de se positionner contre cette invasion extraterrestre. C'est un vrai film fasciste, en fait. Oui. Il veut te faire passer le second degré par, justement, comme tu le disais, ces vannes, mais qui sont totalement poussives, qui sont amenés au mauvais moment par des acteurs, je suis obligé de le dire, mais après c'est vrai que leur texte est vraiment mauvais, mais ils font pas beaucoup d'efforts pour essayer de twister ça comme il faut. Même Jeff Goldblum, que j'adore clairement, mais en fait il se fait chier, ça se voit. En fait, il est juste là parce que il a été payé, quoi. Il se dit, bon, moi je serai moins payé pour mon prochain Wes Anderson, donc c'est pas, au moins je le prends ici, je prends ici la thune. Et le truc, c'est que sous couvert effectivement de ces blagues un peu moisies qui sont encore une fois servies par des personnages qui sont les enfants des personnages du premier, comme si, encore une fois, on était tellement fans des personnages du premier qu'on voulait savoir mais qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants. À nouveau, ça amène aussi quelque chose d'assez dégueulasse sur un autre domaine. Sur un autre domaine. Ouais. C'est l'oligarchie, et quelque part le film aborde quand même le sujet de la concentration des richesses et du népotisme dans le monde contemporain. Je pense qu'il le fait pas exprès, mais quand on voit que en fait les seuls personnages qui ont une valeur dans le film et dont on entend en fait, dont on se soucie, ce sont les fils de l'aristocratie. Ouais. Et au début du film, pire que ça, il y a même comment il s'appelle là, l'huître qui joue le rôle principal là. Chris Hemsworth ou Liam Hemsworth. Pardon, je l'ai confondu. Liam Hemsworth, il commence à dire ouais, vous voyez, c'est dégueulasse, c'est le fils de Will Smith qui a été nommé chef d'escadron, et nous qui n'avons pas ce statut de naissance, en fait, nous sommes des merdes. Et 2 secondes après, tu apprends que Liam Hemsworth en fait est fiancé à la fille du président. Ouais. Et t'as envie de. C'est marrant parce que quand tu vois leur structure, qu'elle soit militaire ou politique dans ce film, tu penses à l'URSS, tu sais, tu sens que les officiers, c'est parce qu'ils sont officiers parce que c'est les enfants de l'ami de Staline, tu sais. Ils ont toujours cette chose-là où à chaque fois on te dit, ah mais tu vois, tu aurais pu être n'importe qui, mais parce que tu es la fille de Bill Pullman, c'est tout. Mais
Ouais, mais il y a aussi quelque chose de dégueulasse, c'est à un moment donné dans le film, il y a les extraterrestres qui détruisent la Maison Blanche, il me semble, Ouais, encore une fois, comme d'hab. Il y a tous les officiels qui meurent, et t'as les gens qui disent, bah du coup, en fait c'est le chef de l'armée qui va devenir président des États-Unis. Et il prête serment dans le bunker de la zone 51. Et à ce moment-là, il y a personne qui se pose la question, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne peut pas, dans la démocratie américaine, dans la constitution américaine, revenir à un chef de l'armée, en fait. Et c'est marrant parce que là aussi, encore une fois, ça répond en fait à la série télé Battlestar Galactica, où au début de cette série télé, il y a aussi une invasion de robots qui tue tous les politiciens, et il se trouve que celle qui va reprendre le rôle de président de la République, c'est la ministre de l'Éducation, parce que c'est la plus haut gradée, au moment où il y a le chef de l'armée qui a failli prendre le pouvoir. Et il y a elle qui dit non, c'est pas possible, en fait, le pouvoir doit revenir à un civil et pas à quelqu'un de l'armée, et toute la question de la série, ça va être de garder la démocratie, de garder la République dans une situation de crise, et comment le pouvoir ne va pas aller en fait à l'armée. Dans la série, on évacue ça tout de suite, c'est-à-dire il y a personne d'autre pour s'en occuper, du coup ça va être le général, ça va être William Fichtner qui reprend le rôle, personne ne questionne ça à aucun moment. Et c'est là qu'on voit qu'on est véritablement dans un film de propagande fasciste, je suis désolé de le dire, mais c'est le cas quoi. C'est-à-dire où on nous fait accepter une situation dans laquelle on est obligé d'accepter le militaire qui arrive au pouvoir quoi. Et le problème de ce film de propagande fasciste, ça rejoint ce que j'ai dit sur Roland Emmerich, c'est qu'est-ce qui manque de panache. C'est-à-dire que moi, Rocky 4, il passe quoi. Il y a un bon montage, enfin en tout cas chaque idée idéologiquement puante est au moins amenée par un petit travail de cinéma. Et je voudrais juste rendre hommage parce qu'on a beaucoup parlé... Et il y a quand même le petit truc qui rend le film sympathique, c'est la première fois où Roland Emmerich assume son homosexualité dans un film. Apparemment il l'avait assumé depuis des années en Allemagne, à Hollywood c'était plus détourné, mais ouais en effet il a fait son coming out hollywoodien, on est content pour lui. Ouais. Bon bah il va peut-être se reconvertir dans un reboot de Will et Grace, c'est-à-dire il y a un couple homosexuel de deux scientifiques qui sont assez mignons, et ça arrive, ils sont perdus comme ça au milieu du film, et c'est la première fois que je le vois assumer quelque chose. Ouais, je pense que c'est quand même un peu trop léger à mon avis, genre tu vois, parce que c'est presque mais après c'est mal fait, parce que c'est personnellement je considérerais presque que c'est un peu homophobe, tu vois, à base de, on en a parlé d'ailleurs avec un pote, à base de je suis gay donc clairement je te crochette un pull, tu vois, parce que je fais de la couture, donc à un certain moment si t'es gay, au contraire présente des gens gays qui sont des scientifiques et qui ont autre chose à faire que faire du crochet. Voilà, je sais pas, c'est puis après voilà, ouais. Mais après j'aime bien le fait que vous rentriez tout de suite dans les choses très très profondes, on va dire, et de sa vision de l'Amérique et du pouvoir militaire, parce que franchement quand tu vois ce film, c'est pas du tout ça qui te vient à l'esprit, tu vois plutôt que c'est un patchwork assez rapidement mis en place. Mais attention, c'est pas parce que c'est pas réfléchi qu'il n'y a pas toute une sémiotique derrière le film qui développe ces idées-là. Tu vois ce que je veux dire, si tu veux, pour moi, c'est un problème de ce que ça peut exsuder ça, mais malgré lui, tu vois. Mais attention, mais c'est ça le véritable problème de ce genre de film. C'est-à-dire d'une même manière, je vais tout à fait assumer un film qui va être même, je vais pouvoir voir et développer une pensée dans un film qui s'assume clairement misogyne, raciste, fasciste, tout ce que tu veux, mais quand c'est fait par accident, je trouve que c'est impardonnable. Alors, je pourrais être d'accord avec toi sur ça, mais le truc c'est que justement ce film a l'air tellement d'un patchwork mal fait et de tiens on va prendre un personnage qui va faire ça et puis tiens rajoute ces vannes à ces gars-là, qu'en fait ça se voit que tout est mauvais et que du coup leur patriotisme qui est extrêmement souligné et qui d'ailleurs n'a aucun sens par rapport à l'histoire du 1, parce qu'on se rappelle qu'à la fin du 1, tu sais, il y a l'Israélien et le Palestinien qui se prennent la main en mode maintenant nous ne formons qu'un seul monde contre les aliens, et en fait tu réalises que non, d'ailleurs les Africains on les a laissés tout seuls contre les aliens qui étaient sur le sol, et les États-Unis existent toujours,
et vas-y que j'ai les Chinois qui viennent parfois nous aider, mais du coup ils ont quand même leur pays, ce qui est quand même totalement débile, quoi. Et encore une fois, quand même, les images qu'Hollywood nous renvoie de l'Afrique, c'est-à-dire s'il y a un gouvernement qui se crée, un gouvernement entre guillemets qui se crée en Afrique, c'est forcément une dictature militaire. Tu vois, les États-Unis représentés dans le film, quoi. Oui, c'est vrai. Mais eux, ils ont non, mais l'image du seigneur de guerre, elle est gratinée quand même. C'est obligatoirement un seigneur de guerre qui en mode avec des machettes dans le dos. Pourquoi vous ne dites pas que c'est un président, tout simplement? Je veux dire, est-ce que ça vous coûte beaucoup de changer ça et de dire, bah, c'est un président, il a un pays, bah voilà. et il va à la guerre comme Bill Pullman était parti à la guerre. C'est encore cette idée, tu sais, ils sont pas capables, ils ont pas la civilisation. Ouais, ils ne savent pas lire de toute façon. Ils savent lire par contre les hiéroglyphes des aliens. Des aliens. Ça, ils y arrivent. Entre races inférieures. Parce que c'est des images. Ils comprennent les images. Et Bill Pullman, mais on en parle de Bill Pullman, mais pourquoi ils lui ont fait faire ça? C'est un arc ultra bizarre pour ce personnage, où clairement tu comprends qu'il est devenu fou, parce que, je sais pas, il a vu le crâne de cristal d'un alien ou quelque chose comme ça. Et à un moment, c'est génial, parce qu'à la fin, tu te rends compte qu'il veut arriver, et il dit aux autres... Vous savez quoi, je ne vais pas énoncer les 1000 raisons pour lesquelles je suis la meilleure personne pour aller faire cette attaque suicide et quand même réussir à gagner la guerre. Si, mec, énonce-les parce que j'en vois aucune de tes 1000 raisons. C'est un mix entre ce personnage au premier film et Randy Quaid, quoi. Exactement. Le problème, c'est que vous avez passé, monsieur le président, les 20 dernières années à être reclus, et est-ce qu'on vous donne, genre, votre confiture à la cuillère? Vous arrivez en un coup. Il a passé le temps vraiment en PLS, quoi. Ouais, il était comme ça pendant 20 ans. Et là, d'un coup, vous voulez qu'on vous donne à vous, alors que vous avez, 65 ans, la mission ultime qui devrait être faite par un de nos Special Ops, qui pourrait nous sauver la vie. Non, on va pas faire ça, en fait. Vous allez rester assis, vous allez regarder. Ça veut rien dire. Encore une fois, un peu trop de... tu vois, les mecs se mettent à genoux sur leur propre film, ce qui est incroyable d'égocentrisme de dire non mais Bill Pullman, il était tellement génial, il faut qu'on lui redonne un truc. Juste une chose aussi avant de clore, c'est la débilité du plan des aliens, parce que dans le premier on nous expliquait pas trop ce qu'ils faisaient là. Ils attaquaient, et dans celui-là on nous explique, et c'est complètement con, c'est-à-dire qu'on nous explique qu'ils viennent pour extraire le fuel de la planète, du cœur de la planète, pour pouvoir s'en servir comme énergie, et à ce moment-là t'as envie de dire, mais en fait, le nombre de planètes où il n'y a pas la vie et qui ne peut pas opposer de résistance à ce genre de truc est 1 million de fois supérieur au nombre où il y a de planètes où il y a la vie, et ils décident de se faire chier et d'aller récupérer le fuel à l'endroit où il y a des gens qui vont pouvoir leur botter le cul. Et du coup, admettons que c'est ça effectivement ton objectif, fais-nous une petite scène où genre tu vas sucer Vénus avant, tu vois. Tu vas sucer au moins Mars, pour dire, genre on a sucé tout le reste, il reste que ça. Voilà, franchement vous êtes les derniers. On viendrait pas vous faire chier sinon. Mais voilà, ils arrivent, ils font ça. Bon, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que dès que tu donnes un objectif un peu plus réaliste, enfin pas réaliste, mais en tout cas qui est clair et explicite à tes aliens, bah il faut retracer tous tes 2 films sous le prisme de l'alien, parce que pense-le ton scénar. J'en ai marre que dans les films d'invasion, on se batte contre des fourmilières, en fait, avec toujours cette idée qu'à la fin, on tue la reine et on les tue tous. C'est toujours ça dans les films d'invasion alien. J'aimerais voir un truc plus réaliste où il y a une guerre avec des aliens, et puis à la fin, on signe un traité de paix, on dit, bon, ben voilà, vous avez gagné, on vous donne la Belgique, vous en faites ce que vous voulez, et voilà, quoi, installez-vous. Tu vois, un vrai truc, quoi. Bah ouais, voilà, c'est toutes les choses, un petit peu à la District 9 ou à la Alien Nation, où au final, il y a besoin d'une cohabitation après, sauf que le problème c'est que dès que tu rentres dans ces considérations là, t'es politique, et la politique à Hollywood, ils peuvent pas le traiter jusqu'à la non, mais encore une fois, ce film ne se veut pas politique, mais il l'est. Non, mais tous les films sont politiques de la pire des manières. Juste avant qu'on clore, juste avant de clore, il faudrait peut-être rendre hommage à Mars Attacks, qui avait été un flop 6 mois après Independence Day, parce qu'on oppose souvent Independence Day à Starship Troopers, mais Mars Attacks avait quasiment la même structure narrative, se nourrissait aux mêmes mamelles. Ouais. C'est dans les années 50, mais c'était vraiment un petit chef-d'œuvre, c'est le dernier Burton que je vénère. C'était beaucoup plus charmant comme film. Oui, puis beaucoup plus vénère, quoi. C'est comme des Martiens qui commettent un génocide en slip. Ouais. Là, il peut nous sortir toutes ces créatures tentaculaires, Emmerich, il fait pas le poids, quoi. Ouais, complètement.
Juste rapidement quand même, parce que j'ai, malgré tout, même si c'était nul et que j'ai parfois rigolé de la nullité du film et pas rigolé des blagues du film, les effets spéciaux étaient plutôt pas mal. Enfin, même s'il y a un gros manque de cet été de grands spectacles, c'est-à-dire que, tu sais, il n'y a plus les money shots comme on avait à l'époque, je trouve que les choses grandioses étaient... étaient plutôt bien fait, et moi j'ai bien aimé quand même on va pas spécialement dire ce qui se passe, mais il y a une scène à la fin un petit peu cthulhienne où j'ai trouvé ça cool en termes d'action pure, hein. Voilà. Non, vous ça vous a pas J'en ai presque plus de souvenirs, quoi. Ouais, bon, écoute, si t'en as triste, pas hein. Un petit peu triste, ouais. C'était un flop annoncé, ça a été un flop. Voilà. Voilà. Rest in peace, Roland Emmerich. 0,5 miam. Oh putain, non, mais moi, tu sais, je sais pas, je pense que j'ai passé une bonne... Tu mets les points de présentation. Ah non, mais moi, j'ai mis les points de présentation, ils ont pas dépassé dans la marge. J'étais aussi peut-être de bonne humeur le matin où je l'ai vu, ça compte. Donc moi, c'est la moyenne. Bam. Bam. Toi moi, 0,5. Ah putain, les gars, trop pas violent. possible. Trop Ça n'a pas été violent. possible pour moi. On Alors, passe à quoi, là? on passe à... C'est une bonne question. On va rester dans quelque chose de similaire, très bizarrement similaire pour moi, par le prisme on va rajouter des vannes parce qu'on ne sait plus écrire des choses comiques, ni des personnages comiques dans la réalité. Et Allez, prends-toi ça dans la gueule, Hollywood. Bam. Voilà, et je veux bien sûr parler de Ghostbusters. Petit clip. Ah oui. Cette chose vous hantera chaque nuit. Qui que nous soyons, aucun de nous ne devrait affronter une telle force maléfique. Sauf vous, les filles, je crois que vous vous en sortirez. Oh, très bien, merci. Et voilà, excellent clip, bravo. Et donc, Ghostbusters, j'aimerais juste préfacer un peu ce film parce que ce qui s'est passé, il y a eu un gros tollé twitteresque. Vous savez que je l'enregistre, vos putains de t'emojis depuis le début. Ah, je sais, ouais. C'est le but. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merde. Gros tollé sur Twitter. gros tollé misogyne, ou en tout cas d'attaque féministe, anti-misogyne, soi-disant. Enfin, c'est un petit peu difficile. Il est très possible que ce tollé soit parti en fait de juste fans hardcore qui n'étaient pas forcément misogynes. Mais il y a eu un truc de boule de neige qui a fait que des gens se sont assez vite agrippés sur ce film a l'air nul. Ce film a l'air nul parce que il n'y a plus de mecs, mais que ce sont des filles. A donc une sorte de contre-attaque de la part de la prod qui leur a fait plaisir parce que ça faisait du buzz et de la pub gratuite de dire si vous aimez pas ce film, c'est que vous êtes anti-féministe et que vous êtes misogyne. Ce qui est faux, puisque si on n'aime pas ce film, c'est parce que il est mauvais. Et pas... oui, mais après le truc, c'est je sais pas comment ça a commencé. Ce qui est clair, c'est que en tout cas, ça a été largement repris par les milieux misogynes, antiféministes, voilà. etc. Non, mais c'est etc. vrai. Et c'est pour ça que c'est vrai que ça nous mettait dans une situation un peu compliquée. C'est d'un côté, déjà j'en peux plus des remakes, et j'en peux plus des remakes des années 80. Je n'avais pas envie d'aimer le film parce que c'est un remake. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être, t'aurais pu mettre n'importe qui. T'aurais pu mettre The Rock. Je l'aurais pas aimé le film. Oh, c'est pas sûr ça. The Rock, deuxième minimum, hein, The Rock on a dit. Hein. Ceci dit, Chris Hemsworth dans le rôle qu'aurait pu jouer The Rock dans ce film, et je trouve... C'est malheureux, hein, parce que du coup ça va tellement donner de grain à moudre aux gens qui vont dire si vous avez pas aimé ce film vous êtes misogyne, mais je trouve que c'est l'une des meilleures choses qu'il y a dans ce film parce que il joue le gros con mais il le joue plutôt bien. Mais bon, bref. Ouais, c'est-à-dire que tu te demandes même s'il le fait pas exprès, quoi. Ouais. De gens cons. Non, mais je pense qu'il le fait totalement. C'est un peu triste d'avoir 4 comédiennes talentueuses et te dire que les meilleures vannes vont au mec. Ouais. Mais peut-être parce que son personnage est écrit. Non, mais surtout il y a un truc qui m'a énormément parce que en fait Paul Feig, bon, il n'est pas à son galop d'essai, il a fait énormément de comédies et il a fait il en a fait notamment un qui est quand même assez génial, c'est Bridesmaid. Alors, ma question c'est est-ce que là, il roule pas sur le succès de Bridesmaid parce que j'ai envie de te dire, après Bridesmaid, c'est un petit peu de la descente. À la limite, il y a le Spy. Oui, mais c'est pas mal.
c'est pas honteux. Cool. Spy, c'est pas honteux comme film. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt sympa. Ouais, quand mais même. le film Heat là. Attends, c'était Heat, hein, c'est ça? Avec Sandra Bullock et Ouais. Melissa The McCarthy. Heat. Ça, The Heat. The Heat. Ouais, bah ça, je suis désolé. Pas Ça, pour c'était que honteux je par donne contre. Michael Mann. C'est vrai. Ben voilà. Et du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup. Non, mais il y a un grosse truc qui sont raccords parce franchise, que il a quand même un talent, c'est de canaliser les impros. D'habitude, dans la plupart des D'habitude, films. merci de Et rajouter d'habitude. ici, j'ai l'impression qu'il s'occupe peut-être un peu plus de la partie blockbuster, de faire les effets spéciaux. Résultat, j'ai une mauvaise partie blockbuster et une mauvaise partie comédie. Ouais, c'est C'est-à-dire que même son talent pour diriger les... Et une actrice que j'aime énormément et qui est dans ce film, c'est Kate McKinnon, qui d'habitude est assez géniale. Et là, je la vois pas jouer un personnage, je vois l'actrice qui interprète, je sens pas le personnage qu'il y a derrière. Alors que je sais qu'elle est capable de rendre des personnages très très étranges, plutôt touchants, plutôt... Et ici... Alors après, vraiment effectivement, à je suis côté, d'accord quoi. qu'elle n'a pas de personnage. Ceci dit, pour moi, c'est mon actrice, c'est ma petite perle dans ce film parce que c'est elle qui m'a fait le plus rire. Et c'est Mais pas oui, mais c'est ça par qui un est triste. personnage, c'est par des C'est que sketchs. Et en Ouais. fait, c'est vrai qu'au début je voulais pas parce que j'aime pas spécialement confronter un reboot ou un remake à son origine parce que tu sais, Son original, tu- en plus Ghostbusters qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre, il faut le dire quand même. Et Qui est un très bon film. qui est C'est- sympatoche, alors, tu vois, je, mais... je vais dire Ghostbusters sur le papier, le premier pardon, l'original. Sur le papier, tu pourrais croire que c'est pas forcément une comédie. C'est un film de mystère de gens qui combattent des fantômes. Et en fait, c'est par la performance des acteurs, de Dan Aykroyd, de Bill Murray, même de Ramis, que tu as la drôlerie qui arrive. Mhm. Et en fait, là, il n'y a pas non plus... Là, dans ce film-là, dans ce reboot, il n'y a pas vraiment de blague dans le script. Et la performance n'est pas là non plus pour servir de bonnes choses. Et, Non, parce et que la clairement, performance, je la sens guindée. J'ai pas l'impression d'une troupe d'actrices qui s'amusent, en fait. Et moi, je vois J'ai pas du pas tout cette impression-là, d'impro quoi. comme je peux en voir dans plein d'autres films. Mais où oui, t'as mais oui, Melissa c'est McCarthy. ça. Et il y a pas mal de petits soucis comme ça où justement c'est des problèmes de choix de perso parce que par exemple le personnage de Kristen Wiig et de Melissa McCarthy justement, mais en fait je vois pas la différence. Elles ont littéralement plus ou moins le même. Non, mais c'est le même personnage mais divisé en deux. Le pire, c'est qu'au début, on essaye de les différencier et d'en faire un peu un Mulder Scully, quoi, avec une qui serait rationnelle et l'autre qui ne le serait pas. Et en fait, au bout de 10 minutes, la frontière s'estompe. Mais- C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rencontre le fantôme, il y a plus de différence entre les personnages. Mais surtout que de toute façon, c'était pas censé être la base de la différence des personnages, puisque elles ont écrit un bouquin sur les fantômes toutes les deux. Donc même Kristen Wiig, même si elle s'est soi-disant un petit peu éloignée, d'ailleurs, il y a que ce personnage qui a un peu de background. Alors que on se rappellera, tu vois, de petites scènes avec Bill Murray, etc., où tu vois, on voit un peu normalement les personnages dans leur environnement, Mhm. un petit peu de mise en place avant de les voir tout de suite autour du slime. Et là, là c'est pas le cas. Donc en fait, on te présente juste des gens qui sont censés te faire rire par des choses qui devraient dire, sauf que bon, ce Et, qu'elles disent, et surtout c'est que pas drôle. la plupart des blagues, ça m'a rappelé un petit peu Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Puisque, donc dans Astérix, la plupart des blagues, c'était basé sur le fait on a payé des gens connus pour faire des apparitions. Et c'était du genre, il y avait Zinedine Zidane qui jouait un type qui s'appelait numéro 10, et c'était la blague en fait. Ouais. Et c'était ça la blague. Ouais. Et là, les blagues, c'est du genre, ah regardez, il y a Bill Murray, il fait un professeur. Ouais. Et tu fais, ouais, C'est il que y a les- une blague. Non, il y a pas de blague. Les c'est un caméos, professeur. tu les sens tellement scotchés sur le scénar que c'est vraiment. Et quand je dis ça, c'est pas la seule chose qui est scotchée, c'est-à-dire que par exemple, il y a un graffeur qui fait un graffiti dans le métro du logo de Ghostbusters, et là t'as le gros plan pour montrer, ah regardez, c'est le logo de Blockbuster, Ouais, de Ghostbusters. Ouais. Et c'est ça, c'est les ce blagues, niveau-là. c'est censé Les blagues être écrites sont des de ce blagues niveau-là, du ouais. film, Ouais. tu vois. C'est Et je vais vous dire, pour moi, c'est un film que j'ai trouvé mauvais, en fait, tout simplement. Avec un truc qui est récurrent en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais un final avec des vortex. Mais ils adorent ça, les vortex, en ce moment à Hollywood. Mais il y a ça dans Suicide Squad. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà ça dans Man of Steel. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode Suicide Squad. Genre, tu vois, il y a toujours une copie d'un truc. Ah oui, tout le monde va se faire sucer dans un truc qui va terraformer ou partir dans un autre monde.
Ça suffit, on l'a vu dans les 5 autres films de ce mois-ci, fais autre chose, s'il te plaît. Et le gros... Et après, je vais quand même dire, j'ai rigolé à 3 ou 4 moments dans ce film. Mais 3 ou 4 moments, c'est pas assez pendant 1h30. Sur 1h50. Ouais, sur 1h50, ouais. c'est pas assez. Et mais même si c'était sincère, même si j'ai fait comme ça, c'est pas bien. Il faut y repenser tout ça. Simplement, petit dernier truc, je pense que j'ai à dire à ce niveau-là sur les personnages qui ont été choisis. Je parle des personnages, c'est que le personnage de Leslie Jones, parce que qu'on se mette d'accord, les 4 actrices, moi je les trouve géniales d'habitude. Ah mais c'est une super actrice. Bon, et en l'occurrence, voilà, il y a que malheureusement Kate McKinnon à qui peut vraiment déconner correctement dans ce film, parce qu'on lui a dit, mais en fait, toi, tu vas juste faire des sketchs. Et mon gros problème, c'est Leslie Jones. Parce que j'ai lu... En plus d'être misogyne, t'es raciste. Ouais, exactement. Parce que le souci, c'est que, et j'ai lu ça récemment de Ernie Hudson, en fait, le personnage noir du premier Ghostbusters, il devait avoir beaucoup plus de crédibilité à faire partie de cette équipe. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais lu dans la première mouture du scénar de Dan Aykroyd. Le mec devait être un ex-militaire, donc un vétéran, spécialiste de la sécurité, etc. Et il devait être joué peut-être par quelqu'un un comédien noir qui avait beaucoup plus de succès qu'Ernie Hudson, et ils avaient pensé à l'époque à Eddie Murphy, etc. Bon, il se trouve que les choses ont été réécrites, on a donné plus d'importance à Bill Murray, etc. Et Ernie Hudson, on en a fait genre quelqu'un qui avait juste un corbillard et que bonsoir quoi. Et j'aurais aimé que là, pour ce film, on puisse un peu changer les choses. Et que le seul personnage noir du film, on n'en fasse pas le personnage qui connaît bien les rues de New York, tu vois. Ouais, elle aurait pu être travaille au physique. métro, mais pourquoi ne pas en faire une scientifique? Tu recrées c'est la seule franchise. à pas être scientifique en plus des. Tu recrées une franchise. Pourquoi tu veux absolument faire de la noire quelqu'un qui travaille dans le métro et qui connaît, qui est le street smart du film? Je suis désolé. Là, pour le coup, moi, je trouve ça un peu raciste. C'était l'occasion justement de pouvoir faire quelque chose j'allais dire de normal, quoi. Excusez-moi. Les noirs peuvent aussi parfois avoir un diplôme, hein. Et non, et voilà, enfin c'est un petit peu un coup de gueule, mais je sais pas si j'aurais fait ce coup de gueule si j'avais pas lu cet article sur la première mouture de ce qu'aurait pu être Ernie Hudson dans le premier film. Mais c'est vrai que clairement ça se voit en fait. Quand tu regardes ce film, tu te dis ah ouais, comme par hasard, la noire, il faut qu'elle parle un petit peu comme une rappeuse et qu'elle joue la carte la carte raciale un petit peu souvent. Mais bon, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, surtout dans un film qui se veut et dont d'ailleurs la prod Sony surfe bien sur le fait de se dire regardez, nous ne sommes pas misogynes, nous avons un cast entièrement de filles. Bah ouais, mais profites-en pour aussi ne pas être raciste et voilà. Et donc là, ce serait au moins bien sur ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce propos. D'autres choses peut-être à rajouter sur Ghostbusters? Bon, non, moi j'ai détesté le film, j'ai pas grand chose à dire. Non, mais vraiment, je me suis très peu marré. Moi, c'est un peu, ça me fait le même effet que Suicide Squad en termes de structure scénaristique, c'est que j'ai l'impression d'un film qui ne démarre jamais. Ouais. C'est-à-dire que moi, le coup en plus, c'est même pas associé à des gags forcément très marquants. Le coup dont qu'on te fasse l'origine des gadgets à la moitié du film et que l'intrigue centrale n'a pas encore vraiment à proprement démarré. Je sais même pas ce que je suis en train de regarder, c'est-à-dire elle s'amuse dans une rue, il y a rien de comique, rien de très fort. Puis je trouve que la grosse erreur, c'est que le premier Ghostbuster avait quand même des petites déjà été, mais c'est ça qui est chiant parce que c'est en partie un reboot, donc forcément tu le compares à l'original, quand bien même t'aurais aimé en tant que spectateur, ne serait-ce que sur la promesse un peu conne et je pense beaucoup plus opportuniste qu'elle en a l'air de ce cast entièrement féminin, payé pour autre chose. Mais le premier Ghostbuster avait un humour aussi beaucoup plus dispatché, c'est-à-dire que t'avais des scénettes avec chacun des personnages avec leurs caractéristiques. Là j'ai l'impression que vu que c'est Ghostbusters, on passe le temps avec ces 4 nénettes tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune scène à proprement parler où elles peuvent tirer leur épingle du jeu de manière individualisée, tu vois. Comme cette scène qui je trouve est vachement bien, le premier Ghostbuster, et c'est pas le personnage le plus marquant en plus. C'est celle où Harold Ramis se retrouve dans une espèce de dialogue de sourd avec la secrétaire qui le branche un peu. Et il lui parle de son amour des livres. Et cette scène est plutôt mignonne et plutôt bien écrite et t'as aucun équivalent à cette scène, quoi. Outre que la direction artistique est quand même sacrément gratinée, hein. Moi, le délire fluo, pop... Mais le pop dans ce que ça a de plus ringard, mais mélanger le style cartoon. Écoute, j'ai pas détesté ça, mais j'ai pas aimé ça non plus. Oui, voilà, c'est.
Moi j'ai l'impression, je le disais à Arnaud, et c'est vrai qu'Arnaud a raison, c'est beaucoup plus assumé chez Joel Schumacher. Moi j'ai l'impression de trouver un peu la direction artistique des Batman, des mauvais Batman. Oui, mais à la différence près, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est que les Batman de Schumacher, c'est des films ils sont peut-être mauvais, mais c'est des films d'auteur, et en ça ils me sont sympathiques, quoi. Je sens vraiment un auteur qui s'est dit, on me donne un Batman, et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un film, je vais en faire un film gay, en fait. Et je trouve ça sympa. Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est peut-être un mauvais film, mais les Batman de Schumacher, c'est le genre de film, dans 50 ans, ils se ressortiront au cinéma, un peu comme est ressorti La Planète des Vampires récemment, tu vois, et on dira les films oubliés de Schumacher qui représentent... exactement, il y aura toujours un petit groupe de bobos qui ira voir ce film. C'est ça, ouais. Ne serait-ce parce qu'il a flingué une franchise ultra lucrative. Ouais. Il a flingué Batman, quoi. Ouais. Moi, c'est des films qui ont ma sympathie, ça, tu vois. Ouais, le mec était suicidaire, ouais. Puis, plutôt intelligent, il savait qu'il pouvait pas rivaliser dans le gothique avec Burton, il s'est dit je vais prendre l'opposé, quoi. On va partir dans le je vais mettre des tétons sur l'armure de Batman, et voilà, et puis on part, quoi. Sachant que des tétons étaient hyper importants sur cette armure, tu vois. Le mec s'est posé les bonnes questions. Non mais je sais pas, oui, c'est pas forcément... Oui, si tu veux, moi, les choix artistiques, je pense que c'est les dernières choses que j'ai envie de frapper dans ce film. Même si, effectivement, comme vous dites, c'est pas assumé, donc c'est pas assumé au max. Donc c'est un peu nul. Mais ce que tu disais qui est assez... et que je me disais aussi, d'ailleurs, je l'avais noté, c'est... la création de tout ce qui est Proton Pack et tout ça dans le premier film, elle est tout aussi arbitraire dans l'original. Mais je sais pas pourquoi, ça passe pas là. C'est genre, on se met dans une ruelle et par magie, on a 1000 gadgets. Même si, en l'occurrence, les gadgets, je les trouve cool. Mais leur création, je sais pas, je le sens pas, je vois pas arriver. Je la vois pas, Kate McKinnon, commencer à déjà bosser sur des choses comme ça. Parce que il y a pas 24 heures qu'elles ont vu leur premier fantôme et la meuf, elle a déjà... je sais pas, c'est ça que je trouve un peu... Pourtant, comme je disais, c'est... Je crois que de ça, on en reparlera quand on fera un discours plus général. Je crois que il y a beaucoup de blockbusters cet été cette année, ou qui ont un problème de temps, en fait. Oui. De rendre crédible le temps dans lequel se passe... on en reparlera, mais... Enfin bref, non, vas-y. Pour conclure, moi j'y mets un miam. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, les protons dans le premier, en effet, c'était arbitraire, mais c'était au détour de leur première intervention et de la scène d'action dans l'hôtel, tu sais, dans le grand restaurant. Mais justement, hôtel, c'était lié à la narration. Exactement. Là, c'est une pause qui a même pas la valeur d'une bonne digression où, je sais pas, elle foutrait en l'air tout un pâté de maison. Exactement, tu t'inscris dans l'histoire. Et là, rien n'est vraiment inscrit dans l'histoire. Et d'ailleurs, je pense, pour terminer, c'est exactement ça aussi, ce film. Je parlais de Patchwork pour Independence Day 2. Là c'est pareil, en fait tu as un fil, mais tu n'as pas vraiment de quelque chose qui a une cohésion en fait. Il se passe des choses, il se passe des choses malgré les personnages, et voilà, et il n'y a rien qui est lié à autre chose dans leur création et de leur évolution. Donc voilà. Pour moi, figurez-vous que j'ai moins bien aimé ce film que Independence Day, je pense. Parce que c'est-à-dire que je reverrai Independence Day plus que ce que je reverrai ce film. Peut-être parce qu'il est plus court. Donc 2. Miam. Pour Ghostbusters. Un miam. On peut passer à quoi maintenant comme film? Est-ce que vous voulez... Moi, je vais peut-être pas parler tant que ça. Est-ce que vous voulez me faire un petit rapide... une petite rapide visite de Suicide Squad pour vous, même si on l'a déjà fait, parce que je pense que ça tombe un peu dans ce système-là de grosses suites ou franchises à remettre. Petit clip de Suicide Squad. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Deadshot, un type qui flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui, il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle est juste folle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est voir. Mais non, je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. Suicide Squad, épisode quelque chose du podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Déjà, je souscris pas mal à la vie générale, hein, d'une manière. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui m'énerve énormément dans ce film, c'est que je crois que c'est le film le plus cynique de l'été. En fait, qui a été fait de la manière la plus cynique. Et non, en fait, c'est vraiment gênant parce que cette année, il y a eu 2 films, et surtout celui-là, qu'on essaie de nous vendre en fait comme un film subversif, qui va nous faire aller du côté des méchants et où on va essayer de développer d'autres personnages. Et en fait, tout ce que je vois dans ce film, c'est une bande de boy scouts. Ça m'avait fait la même chose avec Deadpool, c'est-à-dire c'est un film faussement subversif. Et c'est que de la surface, c'est-à-dire que derrière, je vois pas la différence entre ça et un film les Avengers par exemple, tu vois, c'est-à-dire c'est les mêmes. Même je vais dire les Avengers, je pense qu'ils sont plus méchants dans Avengers que eux dans ce film. C'est-à-dire j'ai jamais vu des mecs aussi sympas, quoi, tu vois. Et bah tu manques l'objectif du film qui est censé nous montrer des super vilains. En train à la limite malgré eux de sauver quelque chose et de faire autre chose que de choisir se choisir des costumes chez Dolce & Gabbana, quoi. Ouais, non mais sérieux, le Joker le plus fashion de l'histoire. Alors là, le coup de sang d'Arnaud, je le comprends parfaitement et je le trouve plutôt beau parce que ça dénote quand même l'envie d'y croire un peu. Il adore ça. C'est-à-dire que le cynisme de l'entreprise, il était signé dedans, et la petite nuance que je ferai entre Deadpool et Suicide Squad, mais elle repose vraiment sur rien. À part peut-être un petit penchant gay qui peut exister en ma personne, c'est que Deadpool, une fois que t'as accepté l'idée qu'on te la faisait à l'envers, tu pouvais te trouver un petit capital sympathie si t'aimais bien Ryan Reynolds. C'est-à-dire le mec a trouvé son véhicule, il s'éclate. Le film ressemble presque à un one-man show avec du gore parfois un peu frontal. Et je trouve qu'il avait une très bonne pantomime dans le film, c'est-à-dire la manière d'exprimer des émotions juste par les mouvements des bras et tout ça. Comme une petite salope. Il était bien, ouais. Là, Suicide Squad, c'est très dur de trouver quelque chose qui viendrait pallier à ce cynisme. Hormis que l'intro aurait pu être génial. Enfin, c'est l'impression que, en fait, c'est le même problème que j'ai avec Ghostbusters. C'est que j'ai l'impression que le film ne démarre à nouveau jamais. Alors peut-être que c'est moi qui suis devenu, je m'emmerde très vite. Mais j'ai l'impression j'ai l'impression, mais je me rappelle plus assez bien du film pour te signaler à quel moment j'ai cette impression. C'est qu'une fois passé l'introduction, les super méchants, la vilaine sorcière, on te les introduit. 15 minutes après, quand ils se retrouvent, on te les réintroduit avec souvent les mêmes gimmicks. C'est-à-dire, ils sont méchants parce qu'ils tapent des flics. Bon. On reviendra jamais sur ce chef-d'œuvre qui est Terminator 2 où le méchant avait la durée d'un flic, mais bon, apparemment James Cameron sera un auteur réactionnaire, on en reparlera. Mais là, Suicide Squad, c'est, je trouve, moi, David Ayer, j'ai un peu envie d'y croire. Il faut tout de suite oublier, c'est même une aberration conceptuelle, c'est durant la promo, il a comparé sa film à La Horde Sauvage. C'est-à-dire que La Horde Sauvage, c'était la fin c'est un film programmé par la mort, et la fin d'un western classique, on va dire, même s'il est beaucoup. Suicide Squad, c'est quand même tout l'inverse, c'est le lancement d'une nouvelle franchise DC Comics, et ça pouvait être qu'une longue intro, et c'est le problème, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de voir une longue introduction avec l'IMAX moisi, avec des choses qui sont même pas poussées jusqu'au bout. Mais surtout, là encore une fois, David Ayer, il a fait des films sympathiques. Je dis pas que c'est un grand auteur, tu vois, mais il avait fait des films sympathiques, notamment le film avec Jack Gyllenhaal et Michael Peña. C'est un très bon artisan du cop show. End of Watch, ou là pareil, c'est-à-dire tu voyais les scènes d'action, elles étaient pas bonnes, mais quand il y avait les scènes entre les deux, quand t'avais les scènes entre les deux personnages, tu sentais des vrais personnages. Totalement. Et tu sentais un vrai travail avec ça, un vrai travail avec les acteurs. Tu sentais beaucoup en fait de sympathie pour eux. Et ici, les scènes d'action, je les trouve mauvaises, mais les scènes entre les personnages, les scènes d'exposition, je les trouve tout aussi mauvaises. Il n'arrive pas à gérer son groupe, et End of Watch, Hard Times dans ses bons moments, parce que quand même le film traînait la casserole de Taxi Driver, qui était quand même cité comme une référence, c'était des bons films de duo. Et c'est des films aussi qui s'inscrivaient dans ce que... Et il essaie de faire un duo entre Harley Quinn et un début de romance, c'est Deadshot. Et Deadshot. Mais ça fonctionne pas, et ça fonctionne pas notamment parce que le personnage de Harley Quinn, t'as l'impression que d'une scène à l'autre, en fait, c'est pas le même personnage. Ah oui, il pourrait jouer sur sa schizophrénie. Exactement. Ouais, mais c'est pas joué comme ça. C'est qu'il pourrait jouer sur ça, sauf que elle est au max un poil méchante et gentille. Quoi. Donc, si tu veux, de ces deux personnalités, ou à la fin, j'en ai rien à foutre. Elle dit quand même ce dialogue où la sorcière dit mais pourquoi tu veux me tuer, et elle répond parce que je veux protéger ma famille, soi-disant le squad qui est devenu sa famille. Là, mais ça c'était horrible. Enfin, je vais pas redire la même chose, mais encore une fois, réécouter l'épisode spécial Suicide Squad. Mais c'est vrai que on va se créer une famille en 15 minutes et après on va passer le reste du film à la défendre. C'est faux, arrêtez, c'est faux. Et puis, il faut me le faire passer, c'est-à-dire que si t'es dans un rythme frénétique en permanence, où t'as pas le temps de voir une histoire qui se construit entre les personnages, tu ne peux pas me le faire croire. C'est-à-dire, à la fin de End of Watch, j'y crois que c'est devenu des frères. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais même pas à la fin. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que End of Watch, ils arrivent très rapidement, avant même cette scène où ils sont au mariage de l'un des deux.
et de Michael Peña, je crois, non, je sais pas. Et bref, Ouais. Avant même cette scène, tu te dis ah ouais, quand même, ne serait-ce que vivre ce qu'ils vivent tous les jours, les deux, je comprends à quel point ils peuvent compter l'un sur l'autre. Là, et puis t'avais un déjà, acteur au sommet de son art qui faisait passer ça, Jake Gyllenhaal, mais... qui est on fire en ce moment. Et là, t'as quoi, t'as 7 personnes, 7 personnages. J'ai pas le temps de savoir qui sont 7 personnes. Moi, je peux pas. Et me dire 7 personnes aiment. Genre, même une maman qui a 7 enfants, elle a des préférés. C'est obligé. Et en plus, y revenir, je crois que ça aurait été plus facile de le faire avec moins de personnages, mais c'est pas impossible parce que. Si tu vois Dernier Train pour Busan, t'as à peu près 5-6 personnages qui sont développés et je m'attache à eux et j'y crois. C'est-à-dire qu'il y a ces moments aussi, ces downtime, ces moments où on arrête l'action pour développer une histoire entre les personnages pour me les faire aimer. Et même si c'est pas vraiment en plus une histoire de durée parce que Dernier Train pour Busan ça se passe sur une journée et pourtant à la fin, avec ceux qu'ils ont vécu, avec ces moments de calme qu'ils ont vécu où ils ont pu se parler entre eux, etc., j'y crois qu'il y a une communauté qui s'est créée. Bien sûr. Et le problème c'est la frénésie du montage, la frénésie de l'histoire, la frénésie du rythme, qui ne convient pas à développer une histoire comme ça d'un groupe qui se compose à l'intérieur du film. Et je ne comprends pas, de manière très simple, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais pourquoi ne pas avoir pompé, au sens snob du terme, les 12 salopards, quitte à avoir à peu près un concept similaire, c'est-à-dire des outlaws qui sont chargés d'une mission héroïque. Enfin, les 12 salopards étaient plus retors. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi pas ne pas avoir déroulé le même système, quitte en reprenant la caractérisation, en l'adaptant à ses personnages. Et je pense que la grosse différence entre Train to Busan et Suicide Squad, et c'est peut-être lié intrinsèquement à sa nature de film héroïque, c'est que Train to Busan, on peut trouver la caractérisation des personnages croqués et un peu stéréotypés, mais elle n'est pas iconique. Et les épreuves vont justement les tordre un peu. Suicide Squad, tu n'es que dans l'icône, quoi. C'est-à-dire que ces personnages-là ne vibrent jamais. Enfin, moi, j'étais assez con pour croire un triangle amoureux entre Deadshot, le Joker et Harley Quinn. Genre, Jules et Jim, c'est chez les super méchants. J'ai envie de dire, le vrai Suicide Squad, c'est peut-être Devil Reject. Vous avez envie de passer 1h30 avec des gens méchants et expérimenter un point de vue chelou sur le monde, mater le film de Rob Zombie, quoi. Un vrai film subversif, pour le coup. Et puis pour le coup, une BO qui est bien utilisée, tu vois, avec du Lynyrd Skynyrd à la fin en mode Thelma et Louise chez les consanguins. Alors que ici, la BO, comme on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il y avait une chanson où c'était quelqu'un qui disait Our Back, je sais pas, ah oui, mais c'est du Eminem, c'est Guess Who's Back Again, tu vois. Et tu mets ça quand Harley Quinn elle se gear up pour aller. C'est très illustratif. On dirait un gosse de 3ème qui fait son petit montage à la maison, tu vois. Il faut pas faire ce genre de choses. Et là, le problème de ce que tu disais, effectivement, de ce qu'ils auraient dû faire, est-ce qu'ils auraient dû pomper, effectivement, exactement l'ordre sauvage, etc. Peut-être que, et c'est le gros problème de DC, est-ce que quelque part caché dans les bobines de la Warner, il n'y a pas un autre film avec 40 minutes de plus, toujours, et qui est plus sensé que ça, si tu enlèves les blagues, etc. Parce que, encore une fois, il y a eu des reshoots pour rajouter soi-disant de la comédie. Et moi, il me semble clairement, vu le marketing qui avait été fait au départ de ce film, que c'était censé être quelque chose de plus dark. Et je pense que... j'ai vu Batman versus Superman version longue récemment. Et ben ouais, mais je suis désolé de dire que c'est beaucoup plus cohérent, quoi. C'est-à-dire que je dis pas qu'il y a plus de défauts. Je dis que j'ai moins envie d'égorger quelqu'un quand je vois la version longue que quand je vois la version du ciné. Mais encore une fois, je les juge sur ceux qui me montrent, en fait, c'est ça. Exactement, le truc, mais c'est ça. Voilà. Et moi, de ce que je vois de ce Suicide Squad, je vais pas me dire, ah oui, non mais attendez, je vais attendre la sortie UHD, Ultimate Edition de Zack Snyder, parce qu'il a rajouté 45 minutes. Sors-le bien, ton film, dès le début. Je veux dire, quitte à faire 2h40 ou 3h, fais-le, et puis c'est réglé, quoi. Mais au moins, ton film, il sera peut-être meilleur. Mais bon, bref. Combien de miam vous donneriez à Suicide Squad ? 0 miam, on touche le fond. Moi, je reste gentil. 1 miam par solidarité pour David Ayer. D'accord. pour qu'il mange un petit peu. Perdu. Parlons faisons un petit segue maintenant qu'on vient de parler de Suicide Squad. Reparlons. On n'a pas eu cet épisode, c'était un épisode caché de fin de séance puisque c'était un de nos premiers essais avec Arnaud pour Captain America Civil War. Parlons maintenant de Captain America Civil War, sorti en mai de cette année. Clip. Il vous cherche.
Ce n'est pas à moi d'assurer leur protection. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Je voudrais dire que malgré tous les problèmes qu'il y a dans les films de DC, si on peut donner un petit point positif aux films de DC par rapport à Marvel, c'est que les films de DC sont, à mon avis, plus cinématographiques que les films que pas mal de films de Marvel. Pas tous, mais pas mal de films de Marvel qui sont plus télévisuel. En gros, c'est peut-être aussi l'héritage de ce qu'avait fait Joss Whedon. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la photo ou des choses comme ça, moi, je vois plus genre un téléfilm avec beaucoup de thunes qu'un film. Et c'est vrai que Suicide Squad, tu pourras toujours dire, je suis pas d'accord avec, effectivement, la vie, les traits monochromatiques ou des choses comme ça, mais t'es plus en train de voir un film. Je suis d'accord. Alors après, c'est pas le cas, qu'on soit d'accord, c'est pas le cas pour tous les Marvel. Voilà, moi il y en a certains que je trouve totalement très cinématographiques, que je trouve très bien, notamment bien sûr le principal, on va dire Iron Man 1, qui est très cool. Ce qui ne veut pas dire non plus que le film va être mauvais si je le trouve télévisuel entre guillemets dans sa photo, mais c'est quelque chose qu'il faut révérer à mon avis. Donc Captain America, et pour moi pour le coup Civil War c'était assez pour le coup, c'était peut-être cinématographique, mais genre filmé en Bulgarie, tu vois. Genre, tu sais, Ghost Rider 2, un peu. En fait, il y a plusieurs choses sur ce film. Déjà, c'était exactement le même scénario que Batman contre Superman, en plus crédible. Ouais. Le méchant était plus travaillé, etc. Mais en fait, ce qui me désole quelque part, je vais être méchant parce que c'est pas un film que je trouve foncièrement mauvais en plus, tu vois, Captain America Civil War, je le trouve un peu incohérent sur les bords. Je déteste le fait qu'on me mette des bandes annonces des futurs films Marvel au milieu du film. Je trouve ça nul. Et mais surtout, en fait, ce que je lui reproche, c'est sa mise en scène que je trouve très mauvaise. Et l'exemple parfait, c'est ce duel entre les deux équipes de super-héros qui est censé être le truc génial et tout ça. Ça se passe sur le parking d'un aéroport. Je crois que c'est le parking d'un carrefour. Non, mais en fait, t'as vraiment l'impression que tu l'as pas vu, Yann ? Le décor n'a... J'ai vu le premier seulement. Que le décor n'a aucun impact en fait sur la scène d'action. C'est-à-dire contrairement à... Bon là je sors le haut du panier, mais Johnny To, quand il filme un film dans un décor, quand il filme une scène d'action dans un décor, il y a tout qui joue. Il va utiliser... T'as le décor qui est utilisé à 100%, tu sens la caméra qui essaie de chercher des angles assez géniaux pour signifier qu'est-ce que c'est que d'organiser une scène d'action dans un tel décor. Si c'est dans un milieu enfermé, tu vas sentir l'enfermement. Si au contraire, et là j'ai l'impression que ce parking c'est plutôt vraiment du genre c'est une grande scène, c'est une grande arène, battez-vous. Ouais. Et je crois que ça résume un peu la mise en scène du film, très flemmarde en fait. C'est comme si c'était un combat d'un jeu vidéo où en fait t'as les éléments en surbrillance que tu peux utiliser, mais tout le reste c'est du bitmap derrière, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est une grosse occasion ratée d'une bonne scène d'action. Alors après je vais pas te mentir, en tant que gros fan de Marvel, j'étais quand même content de voir tous ces gens-là, parce qu'en fait c'est ça, ils vont tirer sur la ficelle de t'as lu des comics, t'es content, et voilà, je peux pas m'empêcher de sourire, mais c'est vrai que quand j'y repense, je me dis il y avait tellement de choses meilleures à faire que ça. Alors voilà, comme toi, je ne l'ai pas détesté, mais j'ai trouvé que c'était comme d'habitude, dès qu'on commençait à toucher du doigt des sujets qui peuvent être intéressants, mais toujours politique et avec de vrais fondements idéologiques et de différences dans les personnages, en fait, voilà, on ne fait que l'effleurer et on passe très vite à se donner des coups de poing. Parce que au final, cet acte donc, il veut que chaque personne qui ait des super pouvoirs se fasse rentre dans un enregistrement dans le gouvernement américain ou voire à l'ONU. C'est un peu un truc de registration que pour Iron Man, quoi. Il n'y a que lui qui veut faire ça. Tous les autres personnages, y compris les personnages qui se rangent derrière lui, ils se rangent faussement derrière lui. Ils se rangent parce que c'est écrit sur le scénario. Mais en fait, dans la vérité, personne n'irait faire ça. Et il y a une mauvaise utilisation de quelques personnages, notamment de Vision, qui est arrivé donc, dans Avengers et Age of Ultron, qui en gros est un personnage
plus grand que nature, qui est censé être plus un dieu, tout simplement, qui est censé être un dieu, une sorte de Thor, mais en plus avec la sagesse d'Odin, mais sur Terre. Et je vois pas en quoi ce personnage n'utilise pas ses pouvoirs simplement de sagesse et pas ses rayons laser pour dire non mais taisez-vous tous, ça sert à rien. Ok, vous inquiétez pas, je vois le futur grâce à mon ordinateur quantique qui est dans ma tête, ça ne sert à rien ce que vous faites. Mais donc terminé. De toute façon, le personnage le plus sensé du film, c'est le méchant en fait. Absolument. Et pour le coup, c'est sympa. C'était une bonne utilisation aussi des films précédents, du film qui était probablement l'un des moins réussis, qui était Age of Ultron. Ouais. Mais c'était ce qui est cool quand même dans ça. Marvel réussit à faire un truc. Ils réussissent à te faire rentrer dans une bulle où en fait à chaque fois que tu parles et que tu critiques un film, t'es obligé de le critiquer que par rapport au film de Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas dire c'est un film qui est bien par rapport au cinéma en général. Non, en fait, ils arrivent à t'attirer dans le truc et t'es obligé de dire ah oui, mais par rapport à Iron Man 2, c'est mieux. Et donc voilà, tu parles que de ça. Ceci dit, c'est exactement ce que je vais faire. Et ils ont gagné. Pour moi, c'est pas un problème. C'est un problème encore une fois de script et de pas avoir voulu faire quelque chose d'original. On en revient à Captain America 2, qui en gros utilisait le Steve Rogers qui est contre le gouvernement et qui se fait rechercher par le gouvernement, qui était à la base dans les comics quelque chose qui est justement arrivé dans la saga Civil War. Et donc le problème, c'est que maintenant qu'ils sont arrivés au film Civil War, ils veulent refaire la même chose, sauf que pour les gens qui ont vu les films, c'est déjà arrivé dans le 2. Le 2 que je trouve l'un de mes films préférés de Marvel, d'ailleurs. Les personnages qui n'ont pas vraiment de cohérence, parce que le chef de file de ceux qui sont pro-gouvernement, c'est Iron Man. Et Iron Man qui, jusqu'à ce film, en fait, était plutôt presque un anarcho-libertaire, quoi. Ouais, c'est-à-dire ultra-libéral, et dans l'idée, l'État n'a pas à intervenir nulle part, il faut laisser faire les gros entrepreneurs. Ouais. C'était ça, Iron Man. C'est un mec qui vote pour Gary Johnson, normalement. Oui, non, mais totalement, il s'en fout. Et là c'est l'inverse. Ouais. Ils se sont dit, tiens, on va prendre Iron Man parce que c'est un personnage iconique et face à Captain America, ça va le faire bien. Et même si ça n'a aucun rapport avec le personnage, c'est pas grave, on change le personnage. C'est pas grave. Après, si tu veux, je trouve ça pas mal parce que encore une fois, si tu suis tous les films Marvel, ils ont créé ce petit arc en fait depuis justement Avengers ou depuis Iron Man 3 où t'es censé avoir le personnage d'Iron Man qui a été plus ou moins traumatisé par son passage dans encore une fois Vortex et qui donc Iron Man 3 il a ces espèces de il est en mode stress post-traumatique, ils utilisent ça dans Age of Ultron. Donc ça pourrait m'amener vers quelque chose, mais pas tant que ça, pas jusque là. Ce qui était intéressant dans les 3 Iron Man, même s'ils sont pas tous réussis, c'était que chaque film questionnait le rapport entre l'État et le privé, entre le public et le privé. Tous les films parlaient de ça, et là tout d'un coup, en fait, ça n'aborde même pas le sujet, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est ça le problème. On repart sur quel devrait être le rôle du gouvernement dans ces gens-là, et on en revient toujours à... d'ailleurs, c'était un questionnement dans Batman vs Superman, comme tu disais, c'est quasiment exactement le même film. C'est est-ce que ça devrait être tout simplement des soldats de l'ONU, genre des nouveaux casques bleus, ou pas, mais en même temps, comme le dit très bien Captain America, en fait, c'est ça le problème, c'est que l'argumentaire de Captain America au début du film, il te le fait en 4 phrases, et tu fais make sense, totalement. Tu as totalement raison, je vois même pas pourquoi on est en train de discuter, il a raison, terminé. et voilà, et c'est tout. Et le problème, c'est que à côté de ça, se crée encore une fois un petit artifice scénaristique on est à la recherche de Bucky parce qu'il a peut-être commis un acte terroriste. Et encore une fois, ça s'envenime à cause de questions de maman. C'est pour ça que dans les scénarios de super-héros, j'ai vraiment l'impression que c'est écrit par des gamins de l'école primaire, parce que vraiment on se dispute à cause des mamans, quoi. T'as insulté ma mère, tu vas te recevoir un nion dans la gueule. C'est ce niveau-là, quoi. C'est tellement ça. Je sais pas où ça nous laisse dans l'univers Marvel, on verra ça. Je pense que de toute façon c'est parti pour avoir quelques films dans l'univers Marvel qui vont un peu s'éloigner de ces gens
terrestre pour aller vers Doctor Strange et Thor 3, donc on repart un petit peu dans les étoiles, et ce que j'aime plutôt bien d'ailleurs dans ces films-là, et Guardians of the Galaxy 2, donc on verra. C'est un peu forcé, c'est-à-dire qu'on va pas spécialement spoiler la fin du film, mais bon, on sait très bien que tout le monde va revenir pour se péter la gueule contre Thanos dans Avengers Infinity War, donc c'est pas... En fait, c'est littéralement un film, s'il y était pas, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Voilà. Ceci dit... Comme je suis en général, je mettrais un bon... je mettrais j'hésite entre 3 et 3,5. Voilà. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. 2 et 2,5 pour moi. Ok. Je pense qu'on a passé les super-héros. Parce qu'il n'y avait que ces 2 films de super-héros. Enfin, c'est-à-dire Suicide Squad et Captain America. Et on va peut-être passer vers un autre style de super-héros. Qui est encore, et on tombe encore dans les franchises, Jason Bourne. Que j'ai pas vu. Ah merde, tu n'as pas vu. Et je vais tout seul en parler, c'est ça? Ok. On a fait les cancres là. Okay, et je vais te dire là, peut-être qu'on fait un autre film et après on parle en général. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire en général. Ok, alors attends. Oui, pardon, attends, il faut que je relise ma liste alors. De quoi vous voulez peut-être parler d'autre? Les enfants. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, je me rappelle plus ce qu'il y avait moi. Il y a Star Trek. Instinct de survie. On peut parler de Star Trek. Ouais, mais est-ce que c'est un blockbuster, Instinct de survie? Ça coûte 3 millions de dollars. Non, on parle du cul de Black Lively si on parle de blockbuster. Ah oui. Bah, tu sais pas combien. C'est enregistré, elle a été payée. Bon, si les misogynes m'écoutent. Voilà. J'ai tellement tout laissé, je vais rien monter. Oui, non, mais c'est pas bête parce qu'en fait, j'utiliserais Bourne pour faire un segue sur les blockbusters en général. À la limite, le dernier film dont on pourrait parler, c'est effectivement Star Trek. Est-ce que vous pensez à un autre film blockbuster? Parce que c'est vrai que je les ai notés, mais je pense qu'il y a que ça. Hein. Parce que on est d'accord, vous avez pas vu Peter et Elliot le dragon? Non, voilà, je l'ai pas vu non plus, donc je pourrais pas en parler. Ouais. On n'a pas vu Ben-Hur encore non plus. Ouais, alors Ben-Hur, de ce que je vois des critiques, tu sais que ça va faire perdre 80 millions de dollars à la prod. Hein. Donc si tu veux... et en fait, je croyais que c'était un faux blockbuster, tu sais, je croyais que c'était un de ces fameux blockbusters qu'on te vend comme un blockbuster, mais qui a été juste tourné sur fond vert, alors qu'il a coûté que, là encore, 20 millions de dollars et que ça a été tourné en Bulgarie. Mais c'est un vrai blockbuster, ce film. Il a coûté 160 millions de dollars. Et il est en train de rapporter rien du tout. Tant mieux, parce que je suis à peu près sûr, j'irai le voir quand même. C'est méchant d'en parler sans l'avoir vu, mais ça doit être de la merde, clairement. Et c'est encore un remake. Hein. Et c'est encore un remake. C'est fou. Ça, je dis rien. Et même Peter et le dragon qu'on n'a pas vu, c'est encore un remake. Quoi. C'est un remake. C'est incroyable. Il n'y a pas eu un seul film original. Quoi. Zéro. Ouais. Rien du tout. On en reparlera après. Bon, Star Trek, clip. On n'a plus de vaisseau. Plus d'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois? Nous trouverons l'espoir dans l'impossible. Moi, je ne mourrai pas tout seul. Alors ça, je l'aurais parié. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais te dire d'une manière générale, je vais te dire pas grand-chose. En fait, je pense que c'est un épisode en 2 parties de la série des années 70. Voilà, quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas honteux, mais j'en retiens rien, en fait. Après, est-ce qu'on est censé retirer quelque chose d'incroyable parce que pour le coup, moi, ce film-là, je le ferais rentrer dans la lignée des blockbusters, comme on pouvait en parler à l'époque de, justement, Armageddon, Independence Day, etc. C'est pas un film qui va changer ta vie, mais... pour t'expliquer, j'ai quand même revu le 1 et le 2 parce que je les ai en Blu-ray. Et j'étais très calé, tu vois. J'avais mes pizzas, ma ganda, j'étais bien accompagné. J'ai revu les deux et je me suis rendu compte que, en fait, j'adore les 2 films Star Trek. Pour quelqu'un qui pourtant déteste toute la série, par contre, que je trouve assez hermétique, c'est-à-dire que voilà, en gros, si t'apprends pas le Klingon en LV2, t'es un petit peu largué. Mais ces 2 films-là, je les trouve très bien. Et celui-ci, bon, clairement, je trouve que c'est le moins bon des 3 films, mais j'ai passé un très bon moment.
ça a osé quelques petites choses. Encore une fois, ça ne révolutionne rien du tout, mais ça a osé quelques petites choses. On va pas spécialement spoiler, notamment en termes de ce que subit l'équipage et leur vaisseau, etc., que je trouve plutôt cool. De manière générale, voilà, c'était vraiment du bon divertissement. J'adore les personnages, j'adore les acteurs. Je pense que vraiment ils s'investissent dans les conneries qu'ils font. Et voilà, en gros, pour moi, c'était du bon 3,5 Myriam. Ouais, pour moi c'est 1,5, je trouve la première partie mal foutue. Non mais tu vois, par rapport à d'autres films qu'on a critiqués, je le trouve pas honteux, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, en fait ce qu'il y a c'est que j'en retire pas grand chose, même pas un petit frisson d'excitation quand j'ai vu le film, tu vois. J'ai pas eu ce côté gamin devant un film que j'ai pu avoir devant Dernier Train pour Busan par exemple, tu vois, cette excitation des moments d'action, ce truc. Bah, même pas quand il y a les Beastie Boys. Bon, on aime bien les Beastie Boys quand parce même. En fait, je t'avoue que tu sentais qu'il y allait avoir un payoff de quelque chose comme ça. Et c'est l'un des rares films où je m'attends très bien à ce qui va se passer. Et malgré tout, la scène est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, c'est quoi quand même, en fait, ça roule bien dans ce climax de je détruis les méchants. Mais voilà. Quelque chose à rajouter. Yann, tu l'avais vu ou pas ? Non, je ne l'ai pas vu, figure-toi. Inadmissible. Inadmissible. 2 films pas vus dans cette émission. Moins 2. Moins 2. Bon, du coup, j'ai pas spécialement envie de rajouter quoi que ce soit sur Star Trek. Je t'avoue que je m'étais noté des trucs sur les autres films, mais pas pour Star Trek. Parce que, parce que c'est possiblement quelque chose qui est juste émotionnel pour moi. J'ai juste passé un beau moment et c'est tout. Voilà. Moi, j'ai envie d'exprimer ma joie par un petit chapeau festif, comme ça. Il est taré. Bourne, bah, je suis le seul, je vais pouvoir argumenter contre moi-même. On a une reconnaissance faciale. Bon sang, c'est Jason Bourne. Pourquoi revenir maintenant? Il y a une manifestation devant le siège du Parlement grec. Elle va s'en servir comme écran. Ils t'ont repéré. Il faut qu'on bouge. Eh ben écoutez, je vais pas vous le vendre énormément ce film parce que bon, même si c'est le retour de Paul Greengrass et Matt Damon, je trouve que c'est quand même un film qui est fait pour sucer du dollar quand même. D'accord ? C'est quand même un film qui est très très bien placé parce que je crois qu'il est 5e dans tous les films de l'été au niveau des blockbusters. Donc ça rapporte son argent. Ok. Il y a l'ADN de Bourne, et peut-être un peu trop. Dans le sens où en fait c'est exactement la même structure que les autres. Je ne veux pas être pulled back in par le gouvernement, mais au bout de 3 films, tu te dis que quand même la CIA va décider de le laisser tranquille, ce gars. Parce qu'il voit bien qu'à chaque fois qu'ils envoient un asset pour le tuer, il se fait buter. Mais ils refont la même chose. Et jusqu'à, toujours pareil, vas-y que je rencontre le big boss de la CIA pour le confronter, avoir une discussion avec lui. En fait le problème c'est que autant ça marche très très bien dans les 3 premiers parce que il y avait un arc du personnage pour retrouver son passé, là ça y est en fait c'est fait, donc maintenant ils essayent de jouer sur ce n'est pas parce qu'il se rappelle de tout qu'il sait tout, mais ça paraît un petit peu superficiel en fait, comme rajout de ce qu'il a recherché réellement. Et puis, je dirais qu'il y a des scènes d'action qui sont décevantes, en fait, parce non seulement on a déjà vu ça, d'ailleurs, il faut en parler, il y a une scène de course-poursuite qui, à mon avis, dure 25 minutes. Et déjà que je déteste les courses-poursuites, pourtant, c'est l'Ultimatum ou la Suprématie, le 2, a probablement l'une des meilleures courses-poursuites du cinéma. C'est la Moscou, là, exactement, et qui est géniale, qui est super percutante, qui est courte, parce que ça me fait chier. Et là, ça dure 6000 ans. C'est de la faute de Jason Bourne si cette course-poursuite commence, et il y a à peu près 7000 morts. C'est-à-dire que, tu vois, c'est la fin de Man of Steel, de genre, je sais pas, prends Zod, amène-le dans le désert pour combattre contre lui, qui est au moins un petit peu moins de dommages collatéraux. Là, c'est ce qui se passe en plein Vegas. Et c'est de sa faute si ça commence. Donc, c'est quand même débile.
y a une volonté de parler de... Parce que c'est ça, le truc, c'est qu'il y a une volonté de parler d'un peu le système de Snowden, tu sais, et de la vie privée, et de où devraient se situer justement les manias des startups de software dans leur lutte contre la vie... enfin, plutôt pour la vie privée de leurs utilisateurs vis-à-vis du gouvernement. Mais là encore, c'est juste un artifice plutôt qu'un vrai questionnement. Et puis c'est trop tard. Même si Snowden, le film, va sortir, c'est trop tard pour en parler. Je veux dire, la saison 4 de Damages, on a parlé il y a 3 ans. Donc si tu veux, tu peux pas nous faire croire que c'est original dans son sous-texte si en plus tu ne fais qu'en parler que pendant 2 minutes de tout le film. Donc vraiment, vraiment décevant, parce que dans cette même franchise, donc il n'y a aucune originalité. Il faudrait que je revoie le 4, mais presque je dirais que peut-être je préfère le 4 à celui-là en fait. Ce qui est quand même grave, mais il faudrait que je le revoie, parce que je sais que c'était un petit peu débile ce qui avait été fait dans le 4 à base de genre je prends des pilules qui me rendent intelligent, mais il y avait plus de nouveautés, j'avais l'impression dans ça. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc moi je vais y mettre 2,5 miam, voilà, tout simplement. C'est un peu tout ce que j'ai à reprocher à tous les blockbusters de cet été, et peut-être de l'année, et de ce qui est en train de se passer avec les blockbusters. C'est déjà, le mot de ce soir est franchise. Il n'y a que ça. On en vient d'en parler, 0 films originaux. Et le problème, c'est que, alors, ce ne sont pas des blockbusters, mais ce sont des films originaux. Je pense à, par exemple, The Nice Guys, qui est alors, c'est pas un blockbuster, c'est un film original. Mais le problème, c'est que ces films-là se plantent. Et ça fait un peu peur, parce que les films qui sont bien... et qui étaient bons en plus comme film, moi. Enfin, moi, je le trouve vraiment... Moi, c'est du 4 miam, quoi. Et les films qui osent des choses et qui sont clairement très bons, très bien faits... Enfin, voilà, je n'engage que ma parole, mais se plantent, et du coup, ça ne rajoute que de l'eau au moulin des studios pour se dire, ah bah voilà, on a raison. C'est-à-dire que Suicide Squad vient de passer les 600 millions de dollars mondiaux, donc moi, ça me fait peur, ça. Parce que encore une fois, là, c'est vrai que on parle surtout des blockbusters, c'est-à-dire des films très chers, autour de 150 millions de dollars de budget, on va dire quelque chose comme ça. Parce que à Hollywood, en ce moment, par contre, ce qui se passe dans les films à budget moyen, on va dire 20 ou 30 millions de dollars, il y a une liberté ahurissante. C'est-à-dire que quand tu vois un film comme Inherent Vice, par exemple, de Paul Thomas Anderson, c'est un film, on parlait des films de Guy Ritchie, mais pour le coup, Inherent Vice, putain, c'est ultra... C'est le genre de film, je crois qu'il a coûté 25 millions de dollars. Je sais pas comment ils ont fait pour le faire produire, parce qu'en France, tu trouves pas 200 000 euros pour le faire, le film comme ça. Tellement étrange, tellement bizarre, tellement différent de tout ce que t'as vu. Et il y a beaucoup de films comme ça, on peut parler des films de Villeneuve aussi, par exemple, ou de choses comme ça, les Coen qui continuent à faire leur truc dans leur coin, c'est-à-dire que quand on prend des budgets plus petits, il y a plus de risques qui est pris, on peut voir des films vraiment très très différents. Est-ce que du coup, c'est pas le contre-coup naturel, et peut-être du coup bénéfique, du fait que le blockbuster devient tellement cher qu'ils ne veulent prendre aucun risque et donc toujours se baser sur une franchise, et donc on a vraiment énormément de chances que ce soit mauvais ou au mieux sympa, que vers ce milieu des budgets, au final, on puisse avoir plus de liberté. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, mais je pense que c'est un vrai contre-coup, parce que s'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui, dans ce business, en fait, qui ont plutôt des profils commerciaux et qui sont clairement là pour faire de l'argent, il y a quand même encore des gens qui font ça un peu par amour du métier. Et je pense que eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est faire des films à petit ou moyen budget, quoi, finalement. Ouais. Et on leur laisse un peu le champ libre. Pour 2 raisons, je pense. Déjà parce qu'il y a moins de risques, c'est-à-dire que rentabiliser pour un film américain, rentabiliser un film à 20 millions, c'est pas si difficile que ça. Et deuxièmement, c'est aussi l'appât du gain, c'est-à-dire c'est le genre de film qui peut rapporter gros. Et on a eu un exemple assez récemment, c'est-à-dire le film Magic Mike de Steven Soderbergh, qui avait été fait pour 3 millions de dollars. Rien, pour un film américain, avait rapporté, je crois, 200 millions ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est des petits investissements qui représentent pas grand-chose et qui peuvent rapporter gros. Donc, il y a encore des possibilités comme ça. Mais du coup, c'est quoi l'avenir des blockbusters ? Parce que c'est quand même l'épisode de blockbuster, parce que c'est ça le souci, c'est-à-dire que
Maintenant, est-ce qu'on verra un blockbuster original? Bah c'est une grosse question. C'est une vraie question parce que c'était. J'avais lu il y a quelques années une interview de. Je me rappelle plus le nom de ce producteur, c'est celui qui est en train de produire le film Tetris. Ah, ok. Voilà. Et je me rappelle plus son nom, et il avait expliqué clairement que, en fait, son but en produisant le film Tetris, c'est d'acheter une marque qui était présente dans l'esprit du consommateur, parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire en sorte que le consommateur, il utilisait le mot consommateur, hein, que le consommateur reconnaisse cette marque, parce qu'après, peu importe la marque, parce que tu vas appliquer les mêmes recettes, ressortir un film de la même manière, mais si tu as cette marque pour lancer le produit, ça va te permettre de faire une campagne commerciale, une campagne marketing beaucoup plus efficace, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de risques qui soient pris en produisant le film. C'est tout le principe d'effectivement tous les super-héros, les Marvel, etc. C'est-à-dire qu'on prend une franchise, on prend quelque chose de préexistant. Alors même au début d'une franchise, marque, hein, voilà, c'est ça, on prend une marque dans le sens où on surfe déjà sur quelque chose qui est imprimé dans les cerveaux des gens, donc on sait qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus pour déjà avoir un pool de personnes qui vont venir voir ton film. Alors, effectivement, et tu m'en avais parlé la dernière fois, tu m'avais dit, il faut une trilogie Tetris. Bon, Tetris, on connaît tous le jeu où tu mets des briques et tu les agences. Excellent. Ouais. Très bien, merci beaucoup. C'est un bon jeu, hein. On va faire une trilogie de ça. Les mecs nous ont pas sorti un seul film. Ouais. Ils veulent faire une trilogie. Ok. Clairement, c'est mon habitude, puisque c'est 90% de mes réponses dans la vie. Je reçois une nouvelle avec beaucoup de cynisme. Donc voilà. Mais je me dis, pourquoi j'aurais plus de cynisme au final pour la franchise Tetris que pour n'importe quelle autre franchise? Parce que au final, Tetris, il n'existe pas d'historique Tetris. Il n'y a pas de livret pour te dire, ah, mais la barre de 4 briques, elle est née en Afrique. Oui, voilà. C'est le jeu le plus abstrait. C'est plus abstrait que les échecs. Et du coup, Et du coup, la chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que au final, dans le film Tetris, ce sera un vrai scénario original parce que ça ne sortira de nulle part. Il n'y a pas d'histoire préétablie. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on demande à un film d'avoir écris-moi quelque chose? Alors certes, non, parce que le producteur a parlé comme un vrai j'allais dire gérant de cuisine. Il a dit on va faire des burgers parce que le burger, le concept du burger, ça parle aux gens, mais en même temps ils vont pouvoir trouver leur façon de le faire, vu que là rien n'est préétabli, rien n'est écrit en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est, je suis pas sûr de ça parce que y a un truc qui se passe dans l'écriture de scénario aussi à Hollywood en ce moment. Il y a un livre d'écriture du scénario qui est devenu un petit peu la bible des scénaristes et des producteurs à Hollywood, qui s'appelle Save the Cat de Blake Snyder. Et en fait, qui est un algorithme pour écrire un scénario. C'est-à-dire, dans le livre, il t'explique clairement que de la page 15 à la page 20, tu vas devoir développer ça. De la page et en fait c'est une structure que tu retrouves dans la plupart des films hollywoodiens aujourd'hui. Et si le livre s'appelle Save the Cat, je vais pas revenir en détail en fait sur toute la structure qui est extrêmement précise. C'est que à la 15e page, le héros doit sauver un chat. Mais métaphoriquement, mais en tout cas, il doit faire une action pour sauver quelqu'un, pour attirer la sympathie du spectateur, et ce que le personnage soit sympa ou méchant, etc., etc. Et c'est une des raisons pour laquelle on peut pas avoir de film sur des gens véritablement méchants, c'est parce qu'on applique les recettes Save the Cat. C'est-à-dire, si tu remarques, même dans un film comme, je sais pas, je vais prendre Guardian of the Galaxy par exemple, tu remarques que très exactement au bout de 15 minutes de film, le héros sauve la femme extraterrestre vert. Et ça arrive à la 15e minute. Et c'est-à-dire que ça devient en plus de plus en plus littéral, c'est-à-dire que quand Blake Snyder explique qu'à la 15e page le héros doit sauver quelqu'un, il dit que ça doit être pris comme une métaphore, c'est-à-dire il explique que ça doit être une action qui doit attirer la sympathie du spectateur. Ça peut être sauver quelqu'un, mais ça peut être autre chose. Et il se trouve que
Là, ce n'est plus que sauver quelqu'un. C'est-à-dire, c'est appliqué d'une manière absolument littérale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont racheté une marque, comme on l'a dit précédemment, on prend cette marque et on le passe à travers cet algorithme pour ressortir une histoire qui sera toujours comme la on même. ne veut pas prendre de risques, on préfère faire ça parce qu'on sait que ça va nous assurer un résultat. Il y a encore pire que ça, c'est-à-dire que ça, c'était la phase 1, ça existe depuis déjà 10-15 ans, mais il y a une nouvelle chose qui arrive, c'est comment faire rentrer le big data dans l'écriture de scénario. Phase 2. Ça, c'est la phase 2. J'ai un petit article du New York Times là que j'ai sous les yeux. Et où il parle d'un type qui s'appelle... Attends, je veux pas dire de conneries. Qui s'appelle Vinny Bruzzisi, qui est un statisticien, qui a ouvert un cabinet de consulting en scénario à Hollywood. $20,000 par script, il prend. D'accord. Et ce qu'il a fait, c'est que chaque fois qu'il y a un film qui sort, il établit des bases de données sur les composants du scénario, et il en retire des éléments pour expliquer que telle chose marche mieux qu'une autre, etc., etc. Et ce qu'il propose dans son truc, c'est vraiment de réduire le risque pour les gens, c'est-à-dire que si on applique ces règles, on diminue absolument le risque. Et il dit à un moment donné quelque chose... Voilà, il parle des films d'exorcisme. Ouais. Et il dit, dans les films d'exorcisme, il y a deux manières pour que le démon arrive. Il peut soit viser quelqu'un, soit être invoqué. Et il a remarqué que quand le démon est invoqué, il réussit moins au box-office. Donc la première chose qu'il propose aux gens qui leur envoient des films d'exorcisme, c'est de virer la scène où on invoque le démon. En fait, ils ont moneyballé les films, les scripts, quoi. C'est Moneyball, c'est exactement Moneyball, c'est-à-dire c'est le big data appliqué à l'écriture de scénario, et c'est comment réduire le risque. Et en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut expliquer à ce moment-là, c'est que les gens qui décident si un film va se faire ou non, ce sont des commerciaux, mais qui sont quand même sur un siège éjectable, c'est-à-dire si le conseil d'administration n'aime pas ce qu'a fait un exécutif, ils peuvent le virer. Alors le but pour ces gens-là, ça va être de réduire justement le risque au maximum. Et donc, parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a un film bizarre qui ne correspond pas au canon qui sort, exemple, dans les blockbusters, il y en a de moins en moins, mais un exemple récent, c'est par exemple Interstellar. Si Interstellar se plante, le type qui a approuvé le film, il est viré. Purement et simplement. En revanche, s'il y a un film de super-héros qui se plante, il va pas être viré parce qu'il va pouvoir dire « Mais j'ai fait exactement ce que font tous les autres. » Et c'est juste un hasard. Donc, ces gens-là n'ont pas intérêt, en fait, à produire des films étranges et qui sortent du canon. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur un siège éjectable. Mais du coup... Et ça crée... du coup, quel futur... Parce que, voilà, on parlait du contre-coup qu'il pouvait y avoir dans les films de moyen budget, mais est-ce que justement, au bout d'un moment, ça va pas... Et on n'est pas en train de le voir maintenant, justement, grâce à cet été... au final, où il y a quand même pas mal de flops, c'est-à-dire qu'en fait, certes, il y a des succès, mais ouais, en fait, il faut bien un flop à $600 millions. Non, quoi, mais justement, mais à côté de ça, alors voilà, c'est ça. Certes, il y a des succès, mais parce qu'il faut bien qu'il y ait un film qu'ils aillent voir les gens. mais le truc, c'est que est-ce qu'on va quand même pas arriver à un certain moment à un contre-coup, parce que un contre-coup dans les blockbusters où quelqu'un va se dire non mais il faut qu'on arrête de faire ça, parce que le problème c'est que je pense qu'il y a que l'ego d'un de ces mecs là qui pourrait sauver cette structure, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire bah vous savez quoi, moi je vais prendre le risque parce que je vais essayer d'être le meilleur parce que j'aurais sorti Interstellar 2. Producteur, hein. Vu comment on fait fermer la gueule aux réalisateurs, que ce soit Paul Feig sur Ghostbusters, ou tu sens que c'est contraint, la vie d'ailleurs, enfin les mecs sont devenus des pantins. Ouais, clairement des pantins, c'est-à-dire que... réalisateur Gods of Egypt. Ouais, complètement paradoxal. Oui. Le mec se tape son petit délire. Je pense que dans les nanars blockbusters, t'as des films d'auteur. Même, je vais te dire, il y en a peut-être... moi, un film qui m'avait étonné et qui m'avait pris par surprise, c'était le film Lego. Oui. Qui était pas mal du tout et où on sentait des auteurs qui avaient essayé de travailler différemment la commande qu'on leur avait fait. Ils creusent un sillon. Mais j'en vois de moins en moins. Mais c'est pour ça que pour moi, tu vois, au final, Tetris, même si je l'ai accueilli avec du cynisme, je devrais l'accueillir avec moins de cynisme que quand on me dit que tiens, on va sortir, on a oublié d'en parler, mais on va sortir X-Men 3 Apocalypse, tu vois. Parce que au final, tu te retrouves avec quelqu'un qui a toute opportunité de changer totalement autre chose parce qu'on n'attend rien d'un film Tetris, alors que on se dit, un film X-Men numéro 26, ça va être encore un X-Men, quoi.
Je vais te dire, je sais pas, parce qu'il y a une manière, dans la manière dont ces films sont produits, qui est quand même extrêmement cynique. C'est-à-dire que le grand truc de défense des studios hollywoodiens, c'est de dire les critiques nous tapent dessus, mais nous on fait ça par amour du public, pour leur offrir ce que le public veut voir. Ça c'est inadmissible. Bon, c'est inadmissible pour plusieurs raisons. C'est que déjà, la première chose, c'est que quand un tel film doit être fait, la première chose qu'on décide, c'est la date de sortie du film. C'est-à-dire, on n'a pas encore de scénario, on n'a pas encore d'histoire, on n'a rien, on décide de la sortie du film. Une fois qu'on a décidé de la sortie du film, on va rentrer dans le processus d'écriture, et ça signifie que le scénario soit terminé ou non, soit satisfaisant ou non, à telle date, on commence le tournage. Que le scénario, et on a plusieurs exemples de scénaristes qui ont parlé de ça, qui ont été amenés sur le scénario pour le modifier 2 semaines avant le début du tournage, pour tout changer, et qui avaient des commandes mais ahurissantes, c'est-à-dire ils avaient 2 semaines pour entièrement réécrire le film, mais vu que les décors étaient déjà construits, on leur disait aussi qu'ils devaient garder les décors qui étaient déjà construits. Donc, Iron Man 2. Par exemple. Mais c'est-à-dire qu'on arrive dans des situations absolument intenables, et ce que tu remarques, c'est que quand les studios font leurs films un peu pour le prestige du studio, les films qu'ils veulent présenter aux Oscars, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que dans ces films-là, qui sont généralement des films à plus petit budget de nos jours, c'était pas le cas avant, mais maintenant c'est le cas, dans ces films-là, le tournage ne commence pas tant que le scénario n'est pas satisfaisant. Et quand tu vois que leurs films à Oscar, ils les font comme ça, tu te dis qu'il y a quand même énormément de cynisme et que c'est pas le bonheur du public qui recherche en écrivant leur... Alors pourquoi ne pas faire tes films qui devraient rapporter de l'argent aussi bien que ça. Et d'ailleurs... Parce qu'on s'en fout. C'est-à-dire que si on applique les règles... Si on applique les règles de scénario, si on applique ça et ça et ça, on sait qu'on prend un minimum de risques, donc on s'en fout. Mais justement, je vais rebondir sur le truc que tu disais et que je disais tout à l'heure d'ailleurs sur l'ego de quelqu'un. En fait, Deadpool... Ryan Reynolds a engagé lui-même, pendant qu'ils ont commencé le tournage, des scénaristes pour changer des trucs, parce qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il y avait des choses à changer. Alors, même si vous n'avez pas super adoré ce film, personnellement, j'ai trouvé très drôle et ça m'allait très bien, parce que je connais un peu le personnage de Deadpool, et ça rentre dans la lignée qu'il lui faut. Et je trouve ça quand même assez fou que sur ses deniers à lui, Ryan Reynolds, l'acteur, achète du temps de scénariste pendant le début du tournage pour dire les gars, il faut qu'en fait il soit mieux que ça, le film, tout simplement. C'est-à-dire que au final, est-ce qu'on va pas arriver vers... parce que si tu supprimes de bons blockbusters, tu vas commencer à supprimer de vraies stars aussi. Parce que, tu vois, on n'aura plus les Bruce Willis, on n'aura plus les Nicolas Cage, on n'aura plus les Schwarzenegger, je sais pas. Si, au final, t'as pas vraiment envie de regarder un blockbuster et que tu préfères aller voir, tu sais, ton film qui a pas coûté trop cher, mais qui est un peu le pitch black, tu sais, des films. Je pense que... Enfin, c'est parce que je préfère à la limite terminer cette petite discussion sur une note optimiste que par rétroaction, on va peut-être finir par avoir quelqu'un qui va se dire... Ok, on va faire un film à 150 millions de dollars, mais parce que moi, Tom Cruise, je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis oui à ce film, il faut que le scénar soit bien dès le début. Tu vois ? Parce qu'au final, on en revient sur le vrai problème, effectivement, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'on va greenlighter un film sans avoir de scénar, sans avoir lu un scénar, juste par un algorithme moisi. Je vais te dire, tant qu'ils utilisent cette méthode et qu'ils ont un retour financier sur ça, ils ne changeront pas, ça c'est clair. Mais attends, ils ont un retour financier là en ce moment, mais ça commence à baisser. C'est-à-dire qu'on l'avait dit la dernière fois, Warcraft n'a pas du tout marché aux États-Unis. Ouais, mais il a marché en Chine. Ouais, mais voilà, mais les Chinois, tu sais. D'ailleurs, c'est le moment de parler de la manière dont on produit les films aujourd'hui à Hollywood. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2015, c'est la première année où le box-office chinois a rapporté plus d'argent que le box-office nord-américain. Alors maintenant, ils savent, les Américains, que s'ils veulent faire leur film, il faut que les films rapportent de l'argent en Chine. Et donc, ils font les films de sorte que le film plaise au public chinois. Et ça amène plusieurs choses, c'est-à-dire que ces derniers temps, on voit de plus en plus des personnages asiatiques dans le cinéma hollywoodien. De base, j'ai rien contre ça, mais généralement, on leur donne quand même des rôles de merde. Oui, et alors, pour justement exemplifier ça et encore
souligner à quel point j'ai raison que Star Trek c'est bien, c'est que pour le coup, quand on te montre John Cho dans Star Trek, c'est un vrai personnage qui fait des vrais trucs et il se trouve qu'il est asiatique. Et ça, c'est cool. C'est vrai. Parce que quand on voit Independence Day 2, t'as une chinoise, elle est là juste pour dire regardez les gars, on a une chinoise quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi, ces dernières années, aucun méchant ne peut être chinois, c'est terminé ça. Ouais, eux-mêmes refusent. Hein. Eux-mêmes refusent et ça amène à des situations du genre dans le film Marvel qui va sortir bientôt. Doctor Strange, normalement dans la BD en fait son maître est tibétain. Ouais. Et là en fait ils ont remplacé ça, c'est devenu une femme blanche, c'est Tilda Swinton qui interprète le rôle et le Tibet ne sera pas mentionné. Tilda Swinton peut tout jouer de toute façon. Je sais qu'elle peut tout jouer, c'est pas le problème. Mais le problème c'est que ils vont même pas mentionner le fait que ils vont même pas mentionner le Tibet parce que s'ils mentionnent le Tibet dans le film ne sortira pas en Chine. Et ils l'ont dit clairement comme ça. C'est-à-dire quand on leur a posé la question pourquoi vous avez supprimé le personnage tibétain, parce qu'on veut vendre le film en Chine. Ah mais carrément. Et ils ont parce que du coup je me demande aussi il y a la série Iron Fist qui va sortir, je me demande s'ils ont refait la même chose, c'est incroyable quoi. Il y a même des situations, genre pour Iron Man 3, ils ont tourné une scène où Tony Stark se faisait... Non, c'est pas ça même. Ils ont tourné une scène où il se faisait soigner par des médecins chinois qu'ils n'ont monté que dans la version chinoise du film. Non. Si. Non, mais ça commence à devenir n'importe quoi. Non, mais ils savent que c'est un marché plus important. Et ils savent qu'ils ont la concurrence de la Chine. Parce que la Chine commence à faire des blockbusters aussi. Et eux aussi d'ailleurs ils débauchent des acteurs hollywoodiens pour faire en sorte que leur film marche sans doute aux États-Unis. The Great Wall, le film qui va sortir avec Matt Damon, où des gens vont se battre contre des monstres, puisqu'en fait il se trouve que la Grande Muraille de Chine n'a pas du tout été montée contre les Mongols, mais contre des monstres. Ouais. Nous le savons tous. Mais quand tu vois la manière dont le cinéma hollywoodien se bride pour plaire à un nouveau public, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire je trouve ça c'est bien raciste, qu'on commence à voir tu viens de dire ce bride là. Il est sans complexe Arnaud ce soir. C'est le nouveau Robert Ménard, tu sais. Et non mais c'est quand même un problème quand tu vois que ils essaient de faire en sorte que ils font le film pour un marché. C'est clair. Il y a rien d'autre derrière, c'est ça. Après, tout comme, alors voilà, je reprends toujours le même exemple, mais pour des choses différentes, mais tout comme par exemple Deadpool vient de lancer à mon avis une craziness des films rated R, donc interdit au moins en France de 12 ans, enfin je sais pas comment on pourrait dire en France. En gros avec des phoques et du gore à l'intérieur. Peut-être que un jour peut-être, bon là j'ai pas d'idée parce qu'effectivement on se disait quel blockbuster va sortir qui sera original, mais tu sais quoi, peut-être les Chinois, peut-être qu'avec Great Wall, si ce film est bien, peut-être que ça pourra initier une sorte de gros tsunami qui pourrait se dire bon bah vous voyez on peut aussi faire des blockbusters d'une autre manière et petit à petit laisser tomber cet algorithme. C'est vrai. Le problème c'est vrai. C'est toujours cette manière aussi dont Hollywood va standardiser une formule. Moi j'aime bien Les Ailes de l'Enfer, c'est un petit plaisir un peu visseux, mais il s'intègre quand même dans une longue série où Hollywood, en mot de passe, faisait Die Hard dedans. Ouais. Les Ailes de l'Enfer, c'était Die Hard dans un convoi de prisonniers. Ouais. Non, j'ai l'impression que là, oui, on va voir comment ça s'épuise, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de terraformer leur univers, et pour le pire, c'est-à-dire, tu regardes les bandes annonces du Comic-Con, on a à peu près toutes les tendances qui sont en branle là, qui rendent les blockbusters aussi, mais parce que je pense que si on aime le cinéma américain et notamment les blockbusters, c'est parce qu'ils entretenaient aussi une relation avec nous en tant que spectateurs qui était à la fois gratifiante parce qu'on n'a pas toujours été pris pour des cons. Enfin, je veux dire, dans tous les films qu'on aime, à la fois parce qu'il y a aussi une volonté de t'ériger un univers qui parfois au cinéma avait pas complètement été, avait pas touché à son pinacle. Je pense que Le Seigneur des Anneaux, cette trilogie, nous donnait vraiment de l'heroic fantasy en grand, en large et plutôt humaine en plus. Matrix y répondait, je pense, à cette question. Et tu vois, c'était des films aussi, tu vois, qui étaient un vrai game changer. Matrix comme Terminator. Matrix, il venait quelque peu, même si c'était aussi un peu le revers de la médaille qu'on lui a trouvé, c'était l'intégration des codes du cinéma d'Hong Kong dans l'univers américain. Et il y avait une vraie volonté esthétique derrière ça. Et là, j'ai l'impression que, je pense aux expériences de blockbuster que j'ai eues et qui font que j'ai un peu lâché le morceau, qui fait que j'ai quelques trous dans les films que vous avez cités. C'est que moi, je me tape des films aussi où
même en tant que spectateur, mon rapport à l'imaginaire, on me dépossède quelque part. Je pensais à ça en voyant la bande-annonce qui est pas dégueulasse en plus, et j'apprécie le clin d'œil à Apocalypse Now de Skull Island. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui a juste envie de fantasmer sur cette toile de fond du récit de King Kong, qui a pas envie de me taper un film sur Skull Island? Et ça, c'était assez problématique dans Godzilla. C'est-à-dire que tout Godzilla, c'est-à-dire que Hollywood essaie de te réinventer le mythe de Godzilla avec ses caractéristiques. C'est un monstre qui est une force de la nature plutôt menaçante, tout en faisant aussi, en le croisant avec aussi ce que je connais de Godzilla, qui est une force rassurante. Et Godzilla, je crois que c'était une des expériences les plus schizophrènes de spectateurs. C'est-à-dire que t'avais à la fois une mise en scène qui se voulait sérieuse, héritée de la guerre des mondes. Tu parles de quel Godzilla, juste pour info? De Gareth Edwards. Ça, tu sais, oui, non, mais Godzilla de Moïse, que j'aime plutôt bien. Mais je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, le Godzilla de Gareth Edwards, j'ai l'impression de voir 4 films qui coexistaient, quoi. Et en tant que spectateur, c'est un peu dur de savoir ce que je suis en train de regarder, quoi. Où j'arrive jamais à m'attacher au récit, où t'as des personnages de série B filmés qu'un sérieux hérité de la guerre des mondes, comme je disais, de série A, et tu te retrouves face à des objets informes. Et ça, c'est vraiment toutes ces tendances. Le méta de Jurassic World, je vois pas trop ce qui le différencie du méta d'un Scream 2 ou Scream 3. Mais en cynisme total. En fait, je crois qu'aussi c'est ça, c'est que il y a aussi un problème de réception du public, parce que quand je vois, par exemple, comment Star Wars 7 a été reçu par le public, je me dis vraiment qu'il y a un problème, parce que pour le coup Star Wars 7 c'était vraiment, on analyse ce qu'est la formule Star Wars, on analyse ce qui plaît aux gens dans la formule Star Wars, on vous ressort exactement la même chose, exactement la même chose. 4, les gars. On va refaire l'épisode 4. On repart sur le risque, c'est-à-dire que et vous allez aimer ça. Et la réception publique à ce moment-là de gens qui disaient ah ben oui, Disney c'est mieux ce qu'est Star Wars que George Lucas, j'ai envie de dire mais arrêtez de fumer, quoi. C'est-à-dire, Lucas, il vous proposait quelque chose. Absolument. Il vous proposait quelque chose qui était sien. Il vous proposait quelque chose de nouveau. Il vous proposait une vision du monde, une vision de quelque chose, sa vision du mythe. Il essayait de travailler quelque chose de nouveau. Et ça, dans l'ancienne trilogie, comme dans la nouvelle. Parce que tu pourras dire ce que tu veux sur la menace fantôme. Au moins, le mec, il posait des trucs sur la table. Il disait, voilà, bah écoutez, ça se passe comme ça. Il y a des personnages qui sont comme ça. Vous voyez des nouvelles planètes que vous avez jamais vues. Vous voyez un monde et un univers et une république on que vous avez aborde jamais vu. Des nouveaux sujets. Absolument. Le mythe c'est terminé, on travaille autre chose. Et c'est vrai que, et bam, dès que tu passes ça à un studio, et donc pas quelqu'un qui pèse lui-même 10 milliards de dollars comme Lucas, dès que tu passes ça à une moulinette avec, parce qu'il y a des conseils d'administration et des gens qui ont peur de perdre leur boulot, bah tu rentres dans l'algorithme du « et si on refaisait juste le 4, mais qu'on mettait de nouveaux lasers ?» pour pas trop les embêter les gens. C'est voilà. de la force un gadget. Le problème il est là aussi, c'est le traitement de la force. Je pense que c'est toute la nuance, c'est que J.J. Abrams sur l'épisode 7, il a un poste de yes man, hein. Quel que soit qu'on aime son cinéma ou pas, là je pense qu'il n'avait aucune coudée franche. Et ce qui est sinistre, c'est vrai que Star Wars appartient intrinsèquement à George Lucas, quoi. C'était son bébé, il s'est battu pour le faire. Il a été génial, je pense qu'il a eu... quelque part, je vais pas faire un hymne à la libre entreprise et au self-made man, mais la thune qui s'est faite sur les jouets, je peux pas dire qu'il l'ait volé, tu vois. Et là, on en est vraiment, Star Wars devient un peu le pinacle on te vend une formule et son vernis. Et je me dis, pourquoi pas prendre le problème à l'envers? Il y a un truc très simple, c'est que Star Wars, tout le monde aime ça. C'est une des sagas les plus aimées. Je pense même la prélogie qui a été détestée par les fans n'a pas fait de tort. Et je me dis au contraire, on a Star Wars, pourquoi pas l'investir déjà en réfléchissant un peu près à ce qu'est Star Wars fondamentalement et pas juste en termes de on te fout 3 vaisseaux dans l'espace, de laser, la force ça apparaît comme ça, comme une visite chez le dentiste pour te rendre hommage quand elle est prisonnière des Stormtroopers. Je me dis pourquoi ne pas vous dire on a Star Wars, donc on a déjà une fanbase. Et même la prélogie qui avait été traînée dans la boue, c'était pas un échec au box-office, quoi. Faut pas déconner, je me dis, c'est aussi con que ça, pourquoi ne pas capitaliser sur le fait que c'est adoré et ne pas faire un vrai Star Wars sensé, quoi. Non, mais c'est... et je crois que c'est symptomatique de ce qui se passe à Hollywood aujourd'hui, quoi. C'est vraiment comment limiter le risque au maximum en refaisant toujours la même chose. Et tant que ça marche, il n'y a pas de raison de changer, en fait. Oui. Et même, je mettrais même un petit bémol, malheureusement, sur ce que tu disais sur les films de Paul Thomas Anderson et des frères Cohen. On parle de mecs qui ont déjà construit leur carrière. C'est vrai. Quel réalisateur va accéder à des budgets de 30 millions de dollars, par exemple, pour faire sa version du Grand Polar? Parce que même James Gray est déjà un auteur installé. Denis Villeneuve, c'est un peu différent, mais qui reste? Ouais, comme tu dis, il y a Denis Villeneuve, et sinon, dans le tout petit cinéma, il y a des gens qui peuvent émerger, comme Shane Carruth, qui sont des gens comme ça, quoi, qui sont des... Et qui sont pas récupérés, Non, ça... soit ça va exploser, parce qu'après, il y a d'autres chiffres qui sont importants et auxquels on n'a malheureusement pas accès, c'est les chiffres de vente télévisée et au câble. Est-ce que des gros cartons comme le Star Wars épisode 7 sont des films revus, déjà?
Je pense qu'il se rembourse au box-office, tu vois. C'est ce qui fait que Pacific Rim a une suite, c'est qu'il a cartonné en vidéo, il a cartonné à l'international en Chine. Ça, justement, ce serait effectivement intéressant de le savoir pour le 7 et pour quelque chose comme Suicide Squad, par exemple, et Batman vs Superman. Est-ce que leur succès au cinéma, c'est pas juste parce que tout le monde doit aller le voir parce que ça sort? Oui, puis avec les réseaux sociaux, n'importe qui devient agent actif du buzz. C'est-à-dire que tu commentes la bande-annonce de Star Wars, t'es un agent actif. Ouais. C'est brillant, hein, d'ailleurs. Le marketing est brillant, quoi. Ouais, mais... il est adapté au nouvel homme, l'homme moderne. C'est ça. On va revenir aussi au fait que, enfin, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'offre Blu-ray, UHD, etc. Et le problème, c'est que, je pense que ça se vend quand même pas mal les Blu-ray 4K de ça, mais parce que ça arrive pile dans une ère ou une époque où il y a une nouvelle technologie ou peut-être plus d'Américains en tout cas que de Français, mais investissent dans des choses techniques où à la maison ils vont acheter pas mal de Blu-ray 4K, et donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile aussi à analyser après les chiffres. Ça vieillira forcément. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on ne va plus avoir ce genre de choses. Je veux dire, même J.J. Abrams, il a quand même fait Star Trek, donc certes une franchise, mais il a renouvelé totalement quelque chose qui n'existait pas. Il a recréé des choses et que je trouve et c'était plutôt bien. Maintenant, il va falloir savoir si est-ce que quelqu'un peut faire ça ex nihilo, vraiment. C'est-à-dire que et pas pareil, et pas le tirer d'un bouquin, pas Hunger Games numéro 27, et pas les bouquins qui ont plu où il y avait un coming of age avec un adolescent qui se bat contre le gouvernement, blablabla. Tu vois, juste un vrai truc qu'un scénariste aura inventé chez lui parce qu'il aura pensé à une bonne idée et auquel on dirait, tu sais quoi, ton histoire de robot qui vient du futur pour tuer Sarah Connor, c'est cool, quoi. Et voilà. Oui, mais je pense que ces talents-là existent. Il faudra juste voir s'ils ont les moyens de s'exprimer. Mais en effet, un mec comme James Cameron a vraiment construit sa place. Mais aussi parce qu'il avait la confiance. C'est-à-dire qu'en parallèle de Terminator, il était déjà signé pour Alien 2. Ouais. Stallone l'avait déjà approché pour écrire le scénario de Rambo 2. Et il y a... Oui, je pense qu'il y a un moment, ça va exploser. Soit il... De toute façon, il y a un moment... Je voudrais pas te casser du sucre sur Menace Fantôme. Moi, je l'ai vu qu'à sa sortie en salle, mais il était en effet concomitant de Matrix. Et le public avait préféré Matrix. Tu vois, il y a toujours un phénomène où j'ai l'impression que c'est la partie optimiste de ma personne qui met la balle au centre. C'est qu'à un moment, le spectateur récupère ses droits. Maintenant, on est quand même arrivé à une situation où, comme on disait, quand même, les studios réussissent à manipuler le public de telle sorte à lui faire croire que la merde qu'on leur présente, c'est ce qu'ils veulent. Oui, d'un autre côté, et c'est-à-dire qu'on arrive à des situations où il y a un film qui est attendu, c'est arrivé avec Suicide Squad, c'est arrivé avec d'autres films, des critiques tombent, les critiques sont mauvaises, et tu vois des commentaires assassins sur internet de gens qui insultent les critiques qui ont fait des mauvaises critiques du film, qui leur envoient des menaces de mort. Oui. Ouais. Pour leur dire qu'ils disent n'importe quoi, alors qu'ils n'ont même pas encore vu le film, quand même. Ça, je sais pas si on en reviendra, parce que c'est vrai que l'analyse des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui dans une sortie de film, bon, quoique ça rentre totalement dans les blockbusters, mais ce que je te disais la dernière fois sur Captain America et le fait qu'on voit Spider-Man dans Captain America, c'est que maintenant, autant on peut faire une référence à un autre film, par exemple dans les Marvel, on va te faire la référence de tiens, Ant-Man que vous avez vu dans son film à lui, etc. Ouais. Et là, en fait, là c'est genre Spider-Man joué par Tom Holland que vous avez vu dans ce tweet de Marvel, mais tu vois, ça. Et tu fais genre c'est la bande-annonce du film qui va venir. Calmez-vous, quoi. Je sais pas, écrivez plutôt un vrai truc et bon. Après. Voilà, encore une fois, je pense que peut-être pour clôturer, ça va être juste mon mot. Vous me direz si vous avez quelque chose à dire en plus. Ça va être encore une fois mon petit côté optimiste qui veut que même si on va peut-être transformer un peu le cerveau des gens en leur disant non mais c'est ça que tu veux, il va y avoir un retour de bâton à un certain moment qui va se normaliser. Oui mais c'est vrai, mais la différence entre avec aujourd'hui qui m'amène à être un petit peu pessimiste, c'est que c'est la première fois qu'on utilise dans le cinéma le big data pour organiser en fait la campagne marketing et à la fois pour essayer de construire les films. Et c'est vrai que ça amène quelque chose d'assez différent et je crois qu'on sait pas ce que ça nous... Alors je sais pas si je suis d'accord parce que l'utilisation des focus group pour les films ça existait depuis longtemps. Là c'est juste une sorte de manière, c'est une chose de manière c'est pas la même chose, c'est plus plus poussé quoi, quand même plus poussé, certes,
mais c'était quand même un petit peu une façon de moneyballer les trucs, tu vois, de savoir si l'audimat de ton film allait fonctionner. Donc, de toute façon, ça, c'est une entreprise. Et comment lui faire dire non mais votre produit c'est de l'art, concentrez-vous sur l'art et pas sur la thune, c'est difficile à vendre ça, spécialement aux Américains. Après, pour être un peu optimiste, j'ai envie de dire, je pense que la révolution... Il y a toujours un moment où j'ai l'impression que le public remet la balle au centre, c'est-à-dire que je réfléchissais à ça, j'y repensais récemment, tu sais, à tous ces films d'horreur adultes qui sont venus après les néo-slashers, qui rapportaient de la maille, et qui était une opération assez cynique, hein. Moi j'aime plutôt bien le premier Scream. Il y avait l'idée que on vendait au public une formule qui avait été usée en vidéoclub, la formule du slasher, avec comme ticket pour équilibrer ça, dire on va vous vendre une vieille formule, mais vous serez actif, vous connaîtrez tous les codes avec les personnages et vous aurez une certaine distance dessus. C'est-à-dire ton hamburger, tu pourras quelque part un peu, c'est la formule du Subway. Tu vas bouffer un sandwich, mais tu seras partie prenante du système. Et je me souviens que, en parallèle de Scream 3, qui était quand même une aberration dans ce que Scream proposait, c'est-à-dire sérialiser une série qui se proposait d'être franc-tireuse, sur le papier, hein, et d'ajouter tous les éléments qui font que c'était devenu rien d'autre qu'un slasher, c'est-à-dire qu'on reconduit le groupe avec en plus le film méta il était de plus en plus ténu sur les Scream, c'est-à-dire qu'on reconduit la formule. En parallèle t'avais les deux mecs qui ont fait le projet Blair Witch, qui est pas fondamentalement un film que j'aime. Quand t'entendais leurs propos, ils étaient très simples, ils disaient écoutez, nous on adore La Malédiction, L'Exorciste et Shining, pourquoi on n'a plus de films comme ça, on n'avait pas beaucoup de thunes, on a essayé d'émuler une horreur adulte. Et le public, on se fout tout ce carton que ça fait, que l'aberration, ce que notait un réalisateur qui disait mais les gens pensaient que le projet Blair Witch était vrai, c'est-à-dire qu'ils étaient à nouveau confrontés à la croyance et partant pour mettre leur suspension d'incrédulité à un tel point qu'ils voyaient les acteurs faire la promo du film tout en les pensant morts dans ce faux docu. Ouais, d'accord. Et juste après ça, t'avais quand même Sixième Sens, Matrix, qui étaient des vrais films narratifs et de croyances et qui réinstauraient un vrai lien avec le spectateur. Tu vois, qui était pas uniquement de la manipulation, parce que finalement la manipulation qu'opère Deadpool, les Gardiens de la Galaxie, c'est le méta tel qu'on le pratiquait dans les années 90. Là, c'est assez marrant de voir les critiques français notamment parler de grand méta, t'as envie de dire, et ça a donné des réussites majeures. Je pense que nous trois, on est plutôt fans d'Hudson Hawk, qui est aussi un grand film méta par rapport au film de cambriolage. Et je pense qu'à un moment, il va se passer la même chose, c'est-à-dire que le public va dire, revoir une formule, il va avoir son petit Sixième Sens qui va faire effet. Bon, le revers de la médaille, à chaque fois, c'est que c'est standardisé, c'est-à-dire que Sixième Sens, t'as eu Mothman après, t'as eu tous ces films pseudo-adultes d'horreur. Oui. Mais au moins, tu vois, pendant un moment, ça secoue le cocotier, et tu te retrouves avec des vrais grands divertissements, quoi. Où t'avais tout. Mais ça, c'est... Je pense qu'il y aura des Fight Club et des Truman Show, des films un peu dissidents, faits dans des grosses structures, malgré tout. Mais ça, je pense que c'est un peu normal. C'est vrai d'avoir toujours quelque chose qui va être copié jusqu'à arriver vraiment à la saturation effectivement du public. Ceci dit, ce que je retiens de ce que tu dis et de ce que je pense, on pense tous, c'est que il reviendra toujours aux créateurs de cinéma les plus fans de cinéma. C'est-à-dire que, comme tu disais, les projets Blair Witch ou autres, c'est-à-dire que voilà, ou même tu vois Tarantino quand il a commencé à faire, tu vois, avec son Réservoir Dogs, le mec est si juste toi-même tu es fan de cinéma et en fait tu veux le partager aux gens et tu vas toujours trouver un angle original. Mais oui, mais parce que en fait, encore une fois, c'est vrai que là, on parlait spécifiquement des blockbusters hollywoodiens et pas du tout. Moi, je pense que le cinéma aujourd'hui, il est vraiment de haute tenue, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les ans des films assez extraordinaires qui sortent. On a toujours comme ça des films qui sont créés par des artistes et qui ont de l'ambition pour le médium et qui essaient de faire quelque chose. Et ma question, c'est est-ce qu'on va les revoir dans le blockbuster? Ouais. C'est vraiment alors ça. Il va y avoir. De toute façon, je pense que une anomalie. Maintenant. Il faut vraiment quelqu'un qui ait énormément de charisme pour, tu sais, dès qu'il est propulsé vers les gros budgets, pouvoir assertir sa dominance, j'ai envie de dire, et dire non, ce film-là, même s'il coûte 200 millions de dollars, on va le faire comme ça. Ou alors virez-moi. Le problème, c'est que, bon, pour l'instant, on les vire, les gens qui font ça. Parce que, oui, pour l'instant, c'est arrivé récemment, mais on leur a dit, d'accord, barre-toi. Voilà, c'est ça. Ou alors, ça va se faire petit à petit par quelqu'un qui va petit à petit arriver vers son rang où on sera, enfin, les studios seront plus laxistes avec lui, avec un gros budget, et ça va être un peu du Shane Black dans Iron Man 3, qui est pour moi un très bon blockbuster. Et, c'est vrai que et voilà. Que je suis curieux de voir comment vont évoluer les carrières de John Chu ou de James Wan ou d'artisans d'Hollywood comme ça, qu'on pourrait comparer peut-être à un Jonito des débuts qui faisait pas des super films, qui faisait des grosses productions hongkongaises, des films pas très intéressants et qui est devenu un auteur petit à petit. C'est peut-être ce qui va arriver aussi, quoi. James Wan, il y a eu un grand rendez-vous manqué, c'est Fast and Furious 7, c'est-à-dire qu'il est irregardable. Ouais. Où tu reconnais plus du tout sa mise en scène, souvent. Parce que moi, j'aime plutôt Conjuring 2, j'ai l'impression de voir un film interactif, c'est-à-dire que la caméra dans ses plans séquences te balade, et il y a un vrai plaisir forain, comme l'avait dit Arnaud dans cette émission. Et Fast and Furious 7, il avait vendu, il fait, vous allez voir, je vais vous faire un polar urbain façon
Police The 7-Up, donc qui est pas un bon film à la base, mais je vois à peu près l'idée, c'est-à-dire un truc un peu vénère, et tu te retrouves juste avec un Fast and Furious standard, quoi. Exactement. Après, il y aura toujours des dégénérés, hein. Je pense que, mine de rien, un Michael Bay, tu le sens passer, quoi, en termes d'autorisme. Bien sûr. Tu sais que tu mates un gros Michael Bay. Aujourd'hui, il n'y a que Michael Bay qui pourra sauver le cinéma du blockbuster. Si Michael Bay nous fait un film vraiment à la Michael Bay, c'est avec son esprit tordu, limite interdit moins de 16 et qui a un gros carton, il va falloir se poser des questions. Et bien sûr. Comment il s'appelait son film sur les bodybuilders, là? Pain and Gain. Ouais. Et bien sûr, je vous attends pour Transformers 5, hein, bien entendu, qu'on regardera. Et vous serez d'ailleurs obligé de faire un marathon Transformers avant de regarder le 5. C'est très important. Oula. Bon, je pense qu'on peut clôturer cette émission, hein, parce que je suis invité quelque part déjà. Et j'ai envie de dire, voilà. J'ai envie de dire bisous. Merci Yann, merci Arnaud, et puis on se voit très vite pour un film qu'on aura choisi, dont on fera un petit peu la promo sur la page Facebook. Et voilà, tout simplement. Ciao. Ciao. Ciao.